Donc, bienvenue à cette session consacrée aux politiques des drogues et dispositifs juridiques sanitaires. Donc, nous aurons 4 présentations. Malheureusement, on a quelques contraintes. Déjà qu'il y a 2 présentations qui devront être faites par le Dr Mohamed Diop, qui n'est pas encore là. En plus, il y a la délégation de la Côte d'Ivoire, du Burkina et autres, qui doivent nous quitter vers 13h. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intervertir les présentations. Si vous me le permettez, docteur. Donc, il y a pas les professeurs, je pense ça, ensuite vous, ensuite le docteur Mohamed. C'est possible que vous traitez c'est possible. On a la présentation. Oui, mais le pointeur. Non, je préfère mon pointeur. Chacun a son pointeur. Parce que c'est bien. Non. Bien. Ça y est, non, ce matin, vous avez suivi maman. Maman sur le tapis rouge, le président. Voilà, chacun a son tapis rouge. Quand le président s'en va, il y a un nouveau qui met le tapis rouge. Donc, ça va, c'est placé. Oui, c'est placé. C'est placé. Non, moi-même, je vais. Non, c'est juste. Voilà, ça va. Ok, donc, je voudrais vraiment juste dire, après, vous avez vous remercier vraiment les organisateurs, surtout le professeur Idrissa, qui a voulu que je puisse être là et qui a proposé aux organisateurs, et après que je puisse présenter le processus de modification de la réglementation sur les drogues et son impact en Côte d'Ivoire. Et je voudrais, à travers ce plan, la Côte d'Ivoire, le contexte, la nécessité de la réforme, le processus de la réforme, les avancées, l'impact de la réforme, les priorités. Et je voudrais dire que la Côte d'Ivoire, vous connaissez pratiquement tout ce qui se ici. Vous connaissez c'est tout la Côte d'Ivoire, c'est le pays de l'Afrique de l'Ouest. Il paraît que dans 2 mois, c'est un pays quand même qui fait lourd en matière de finances. Nous avons beaucoup d'opportunités en Côte d'Ivoire. C'est un pays qui n'est pas fermé, c'est un pays qui a plus de 500 km de côte, avec tout ce que vous avez le contexte, c'est le numéro 2, c'est pas le numéro 1, c'est le numéro 2, c'est trompé. Nous avons la Convention unique de 61 qui a été ratifiée en juillet 62 sur les substances de drogue. Et nous avons la Convention de 71 qui a été ratifiée en avril 84, la Convention de 88 qui a été ratifiée en 91. Et obligation des États, c'est la transposition de tout ce qui se trouve dans cette convention dans nos lois. Mais malheureusement, c'est tout que nous avons adopté une loi en 88, c'est la loi numéro 88-686 du 22 juillet 88, portant répression, c'est le titre, portant répression du trafic et de l'usage illicite des substances, des stupéfiants, des substances de drogue et des substances vénéneuses. Dans cette loi-là, respect des droits de l'homme, non. Adoption de la politique de RDA, non. La politique de prévention, non. La recherche, non. Donc tout est non. Donc les faiblesses de la loi de 88, comme je le dis, le régime de la prévention, les alternatives à l'incarcération, il n'y a rien. Le volet coopération internationale, il n'y a rien. Les études de la recherche, il n'y a rien. La réduction des risques comme politique de santé publique, il n'y a rien. Et aucune allusion directe aux droits de l'homme. Et alors, nous nous sommes dit, il y a donc une nécessité de réviser la loi, c'est doter une loi orientée vers les approches plus humaines et équilibrées, apporter des réformes en conformité avec les obligations des 3 conventions sur le contrôle des drogues et prendre en compte les engagements issus de la UNGAS à laquelle nous avons participé en 2016. Prendre en compte aussi le plan d'action de la communauté économique de la CEDEAO pour la lutte contre le trafic illicite des drogues, l'abus des drogues, la criminalité transnationale organisée. Corriger les lacunes constatées dans les lois actuelles, harmoniser les lois sur les drogues régionales, parce que nous avons participé à certains ateliers au niveau de Kofi Annan. Et le processus de la réforme, démarrage en 2014, on a mis 2014, mais sinon on a démarré avant ça. Mais concrètement, en 2014, c'était un processus inclusif, avec la participation des acteurs des différents ministères engagés dans la lutte contre la drogue, la société civile et l'appui de partenaires nationaux et internationaux. Elle a combiné des ateliers de sensibilisation,
des séances de plaidoyer, des séances de lobbying, l'intégration d'observation des partenaires, des ateliers de nomination des parlementaires, députés, sénateurs. Et nous avons gagné à l'usure. Ça, c'est le terme qu'il faut dire. Parce qu'on a gagné à l'usure. Je vous donne un exemple. On a un usager, paix à son nom, Kali, qui est très bon parleur. On a monté un scénario avec Kali. Et on avait une rencontre avec le CNS, qui est le Conseil national de sécurité, en Côte d'Ivoire. Et le Conseil national de sécurité, c'est le directeur du cabinet du chef de l'État, c'est le ministre de la Sécurité, c'est le ministre d'État, le ministre de la Défense, qui est en même temps le petit frère du chef de l'État. Et ce jour-là, nous avons eu la chance, la première dame était là, parce qu'il y avait une histoire de VIH-Sida. Et on a monté un scénario avec Kali. Et quand Kali est venu, Kali a pris la parole, Kali a dit, à l'heure après, Kali a dit, quand je venais ici, parce qu'on partait parler de la loi d'ailleurs, Khalil a dit l'avant-projet des lois. Khalil a dit en venant d'ici, moi je suis usager. Et d'où je suis parti, il y a l'enfant d'une autorité parmi vous qui était avec moi. Et cet enfant dit, si tu vas dire à mes parents que je souffre, parce que la loi est dure, et ça ne donne pas l'opportunité qu'on me prenne en charge, que je sois bien vu, que je sois ceci, que je sois cela. Je vous assure que quand on a terminé la réunion, je vous assure, tout le ministre qui était là voulait savoir qui était cet enfant. Qui était là parce que ça veut dire que chacun avait un enfant de cet âge-là qui pouvait être dans cette situation. Donc on a gagné les gens en fait à l'usure. Quand je parle de lobbying, c'est ça. Le lobbying, c'est pas. Le lobbying est différent du lobbying. Donc on a circulé chez les parents. Parce que chacun de nous, quand on est assis ici, en tant qu'enseignant, en tant que travailleur, chacun de nous a un parent ministre, a un parent DG, a un parent ami du chef de l'État. Donc c'est tout cela que nous avons mis à l'usure et c'est ça qui nous a permis d'atteindre à l'adoption le 13 juin 2022 de la loi 2022-407 du 13 juin 2022 portant lutte contre le trafic et l'usage illicite des stupéfiants, des substances de drogue et leurs précurseurs en Côte d'Ivoire. Et il faut reconnaître que c'est une loi qu'à l'avant-projet, je me promenais avec. Et le professeur Mbissa Mena, j'étais à Saint-Louis, j'ai partagé avec lui, il m'a donné des idées, il m'a dit faites ça, faites ça, faites ça. On a essayé de voir ce qu'on pouvait rattraper. Et ce qu'on a pu, on l'a fait. Ce qu'on n'a pas pu aussi, on verra ça dans les degrés d'application et les arrêtés d'application. Les arrêtés, les avancées, d'abord, une des premières choses, c'est l'intitulé de la loi. Vous voyez, avant, on parlait de répression. Maintenant, on a dit lutte. C'est-à-dire, on a enlevé même le mot répression, parce que pour nous, la lutte, la prévention, c'est une lutte. Donc, c'est plus humanisant. Au niveau de la réduction de l'offre, on a réduction de la peine pour l'usage de 1 à 3 mois. Parce que personne ne fait accepter qu'on dise qu'il n'y a pas de peine. Ce n'est pas possible. Donc, c'est du pénal. Hein, c'est une peine. Si tu consommes et on te prend, on doit t'emmener sur le juge. L'aggravation de la peine pour les acteurs de la lutte. Nous, les professionnels de la lutte contre la drogue, si nous incitons un enfant à consommer, nous sommes punis par cette loi. Nous n'avons pas le droit. La définition des nouvelles règles de procédure pénale, mieux adaptées à la lutte contre la criminalité transnationale organisée, ce qui n'était pas. Parce que nous luttons contre la drogue et les crimes associés, les articles 19 et 20. L'instauration de mesures spéciales d'enquête, la livraison surveillée, l'infiltration, les dispositions techniques permettant l'écoute, la localisation, etc. L'article 22 nous donne cette alternative. La durée de la garde à vue est passée à 96 heures au lieu de 72 heures. Le contrôle des précurseurs, la coopération internationale et l'entraide entre les États dans le cadre des enquêtes sur le trafic des drogues. À tel enseigne qu'un Ivoirien, s'il est condamné ici et qu'il repart, qu'il est pris là-bas, et s'il a fui, on met la peine sénégalaise plus la peine ivoirienne pour mieux le condamner, pour que les gens ne soient pas. Si au Sénégal, il a pris 5 ans, en Côte d'Ivoire, c'est 10 ans, ça va devenir 15 ans. Au niveau de la réduction de la demande, l'aspect alternatif à l'incarcération institue l'injonction thérapeutique pour l'usage des drogues qui est désormais considéré comme un malade. Et si vous prenez comment on appelle ça au niveau, c'est-à-dire les exposés de motifs, le ministre a été créé quand il a été interviewé par les journalistes. Il a dit l'usager des drogues n'est pas un délinquant, c'est un malade. Que j'ai la chance d'avoir un professeur de biologie avec moi. Il a expliqué au cabinet, avec tous les éléments nécessaires, que c'est une maladie du cerveau. Un malade, qu'est-ce qu'on en traite? On dit on le traite. Donc, alors nous avons décidé en Côte d'Ivoire de traiter. Il faut reconnaître que c'est une chance aussi qu'on a eue avec un militaire pratique. Parce que mon ministre est un militaire. Et il est pratique.
Généralement, c'est nous-mêmes qui sommes dans les militaires. Quand il a adopté, il a adopté. Et lui, on a eu la chance. La dimension scientifique, à travers des études et de la recherche sur la drogue, permettant à l'État d'adapter sa réponse à la vie. C'est ce qu'on a dit, mais ça ne se voit pas. Si on ne fait pas des études, comment on adapte? On ne peut pas adapter la lutte. Vous voyez, avec ce que tu as présenté ce matin. Sans la preuve, le docteur qui était là, c'est Samba, il a demandé est-ce que les commissaires, qu'est-ce qu'ils en font? Voici un outil qu'ils peuvent utiliser. Et de plus en plus, nous avons des mémoires des commissaires de police dans le domaine de la drogue, dans le domaine de la lutte contre la drogue, comme ce que tu as fait. Donc on en a besoin. Le traitement et la réhabilitation, la promotion de la réhabilitation aussi, la loi nous le dit, la réduction des risques. Les activités de réduction des risques dans la pyramide sanitaire, article 39, et ça a été dans le programme cette année du ministère de la Santé. Donc, les 9 points clés de la réduction des risques a été fait encore. Le financement de la lutte contre le trafic de drogue et tout, réduction de l'offre, réduction de la demande, réduction des risques. Il y a donc une agence qui a été créée, l'Agence de gestion et de retournement des avoirs criminels, l'ADRAC, qui est fonctionnelle. C'est la répartition de l'argent, on n'est pas encore tombé d'accord sur l'arrêté qui doit répartir l'argent. C'est là on a des magistrats, c'est-à-dire les élèves de Bissa comme là, ils veulent prendre la partie, parce qu'on est partout au Cap-Vert, c'est là-bas on a fait l'immersion, là-bas c'est comme ça. C'est-à-dire le ministère de la Justice a plus que les autres. On a dit non, voyez, puis on va voir. C'est vrai que vous allez bien plus que les autres, mais nous sommes fait quelque chose. Sinon, c'est pas pour vous donner. Vous ne vendez pas. OK? Donc, on a même vendu des bateaux, un bateau dans lequel on a pris de l'argent. Le bateau est resté pendant, on a vendu des voitures, des immeubles, avec l'opération Spaghetti, la Gagreta. Donc, ces immeubles ont été vendus. On attend que quelque chose se passe. L'impact de la réforme, c'est un outil de communication. La preuve, je suis là pour communiquer dessus. Et ça permet alors de voir mieux la Côte d'Ivoire. C'est une valeur unique. C'est une valeur unique, ça ne se partage pas, ça ne se, comment on appelle, ça ne s'achète pas. Parce que aujourd'hui, on dira le respect des droits de l'homme, le respect des droits humains avec l'usager des drogues, ce n'est pas une, c'est une réalité et non un rêve, ce n'est pas une utopie. C'est une réalité. Ça nous permet, c'est une stratégie pour pouvoir avancer. C'est une stratégie pour pouvoir gagner. C'est une stratégie pour pouvoir collecter des fonds, faire du fundraising. C'est aussi une identité visuelle. Ça permet de voir la Côte d'Ivoire aujourd'hui comme un bon élève en matière de droits humains. Ça, c'est un élément de marketing que nous pouvons vendre, que le comité vend, que tout le monde vend, que TIA vend. Et ça fait de la visibilité. Aujourd'hui, ce n'est pas les émotions. Il faut laisser tomber les émotions, mais faire parler un peu plus la réalité du terrain. Donc, il faut sortir de l'émotion. Et l'expérience client, les ONG ont ça aujourd'hui qu'ils peuvent partager. Le SILAD là, le SILAD peut partager. Il y a des défis et des priorités. Les challenges que nous avons, c'est la mobilisation des ressources. Dieu merci, il y a des institutions qui nous accompagnent. Présentement, on a reçu à 3 reprises une consultante qui est venue de Maurice, qui nous accompagne au niveau de l'écriture des décrets d'application parce qu'elle est communautaire et on a beaucoup travaillé avec elle. L'élaboration et adoption des textes d'application, il y a un seul texte quand même, les autres ne sont pas encore, on doit le faire. Le texte de la recherche, on est en train de travailler dessus avec l'enseignement supérieur et les instituts de recherche pour qu'on puisse avoir un texte pour que les gens ne souffrent plus comme Tia l'a fait quand il devait faire sa thèse, parce qu'il fallait que le procureur donne le OK pour ne pas que, comme on peut dire ça, on puisse le prendre comme un délinquant parce qu'il transportait de la drogue pour pouvoir faire ça. La formation du personnel de la chaîne pénale et des intervenants dans le processus d'application de l'instruction thérapeutique au niveau de l'unité médico-judiciaire. Grâce au PNUD, qui a donné un financement à parole autour de la santé du Dr Tia, on est en train de faire le maillage du territoire. On a fait Daloa, Yamoussoukro, Abidjan, prochainement on va faire Boaké, Man, Korogo, pour pouvoir expliquer aux magistrats, aux officiers de police judiciaire. Vous savez, il y a l'esprit, c'est vrai, il y a le texte écrit, mais il y a l'esprit de la loi. Il faut pouvoir expliquer l'esprit de la loi pour que cela puisse être appliqué correctement. Formation et traitement et prévention de l'usage des substances. On a le programme UTC, actualisation de l'étude de l'usage des drogues en milieu scolaire, la collecte des données sanitaires, là il y a un gros problème. Les données au niveau des structures de répression, pas de problème, mais les données sanitaires, on a des soucis.
et la révision du plan national intégré de lutte contre la drogue, qui n'avait pas pris le volet, comment on appelle ça, réduction des risques. Et aujourd'hui, il faut qu'on y aille. Et en conclusion, vous voyez, c'est à cause de cette loi qu'aujourd'hui, on peut faire du maraudage, on peut faire du outreach sans difficulté. Sinon, par le passé, il fallait que le procureur donne une autorisation sur la demande du SIDA et que nous, on fabrique des badges comme ça qu'on donne aux communautés pour pouvoir intervenir dans le fumoir pour soigner les usagers des drogues. Mais aujourd'hui, ils n'en ont pas besoin. Aujourd'hui, ils font du outreach sans l'avis de quelqu'un. Sauf si, mais il faut que toutes les ONG soient identifiées chez moi. Si tu n'es pas identifié, tu as le problème, je ne te soutiens pas. Parce que je ne sais pas quels étaient tes objectifs là-bas, je ne pourrais pas te défendre. Donc, toutes les ONG de lutte contre la drogue sont identifiées aussi là, qui est l'équivalent du CIL ici. Et donc, cela donne donc l'opportunité à tous ceux-là d'aller dans les fumoirs pour accompagner, il parlait des bas-fonds, des ravins, vous voyez où ils sont, donc pour apporter les soins, pour les accompagner, pour les aider et tout ça. Et nous disons, pendant longtemps, la Côte d'Ivoire conformée aux dispositions contenues dans son ancienne loi sur les drogues, elle était très répressive, a donné la priorité aux actions en lien avec la réduction de l'offre. Aujourd'hui, la vision, elle est beaucoup humaniste, elle est équilibrée. La lutte prend en compte donc non seulement la répression, mais un accent fort est mis sur l'alternative à l'emprisonnement et la réduction des risques. Des séminaires sont organisés avec le personnel de la chaîne pénale, notamment les magistrats et officiers de police judiciaire, pour que chacun prenne sa part. Mesdames et messieurs, voici ce que nous avons fait. Et je voudrais dire que notre objectif et notre souhait, c'est que tout le pays puisse être dans la dynamique et que nous puissions parler le même langage et que les actions que nous menons, comme a dit le professeur Gissa, comme hier, il ne faudrait pas que ça soit quelque chose qu'on nous tolère, comme cela se passe aussi au Maroc. Au Maroc, la loi des 74 est très dure. Mais aujourd'hui, il faut du outreach, il faut tout, parce que le roi le veut. Mais si demain, il y a un autre roi qui dit, il ne veut pas, il boucle la porte, parce que la loi ne permet pas de pouvoir le faire. Et aujourd'hui, avec la loi, cela nous aide à pouvoir aller de l'avant, et cela nous aide à voir plus clair dans le travail que nous sommes en train de faire. Je vous remercie. Merci, professeur. C'est une belle présentation. Je pense que, comme on dit en Afrique, on a toujours besoin des anciens parce que c'est eux qui font la sagesse. Et c'est pourquoi on s'est permis de vous donner plus de temps que nécessaire. Donc, on vous remercie beaucoup pour cette présentation. Et peut-être aussi, comme on le dit aussi, l'une des caractéristiques de l'Afrique, des pays, surtout des pays d'Afrique occidentale, c'est que au niveau de la lutte contre la drogue, les niveaux avancés ne sont pas les mêmes. Et l'idée, encore une fois, je me rappelle d'une rencontre à laquelle j'avais pris part en Côte d'Ivoire. L'idée, c'était quoi? C'était que les pays qui étaient en avance puissent montrer la voie aux autres pour qu'en fin de compte, on puisse tous agir de la même façon par rapport aux questions de la drogue. Donc, je pense que l'exemple de la Côte d'Ivoire est assez évident. Le Sénégal, en tant qu'auteur, pour aller revenir, on a beaucoup de difficultés pour faire passer ces lois-là. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir dans les discussions. Donc, merci beaucoup, professeur. Donc, on va passer à la présentation suivante qui sera faite par le Dr Koudjo Sow, qui est socio-anthropologue. Donc, elle va nous parler. Elle va nous parler des politiques de drogue respectueuses des droits humains et de la santé au Sénégal, dynamisme opérationnel et lenteur institutionnelle. Donc, Dr Koudjo Sow, médecin anthropologue, responsable de l'équipe sciences sociales au niveau du CRCF. Le CRCF se trouve au niveau de l'hôpital de Fann. Donc, docteur, vous avez la parole. Merci, donc je vous remercie. Je voudrais juste dire que vraiment, j'étais impressionnée par la présentation qui a précédé, parce qu'un certain nombre de questions que je vais poser ont déjà fait l'objet en tout cas, de solutions par la Côte d'Ivoire. Et j'espère qu'au Sénégal, nous allons écouter avec vraiment de grandes oreilles ce qui a été fait.
Donc, je vais retourner un peu en arrière pour vous expliquer que moi, en fait, je viens du VIH. Hein. Je suis contente parce que je vois ici un certain nombre d'acteurs qui sont des amis, des chercheurs qui sont là et des personnes qui ont contribué à l'évolution des programmes. C'est ça qui est important de dire. Et qui sont là. Et je pense que nous sommes venus un peu dans la lutte contre la drogue, dans tous ces aspects-là, pour aussi apporter notre expertise. Et parmi une des expertises, c'est vraiment le fait que les scientifiques puissent travailler sur la base des recherches multidisciplinaires à faire avancer, à éclairer les processus. Et donc, sur le Sénégal, voilà, nous allons partager avec vous cette équipe, c'est ce travail qui a été fait dans le cadre de Covisox et qui a vraiment été là aussi un projet que je ne présenterai pas ici, mais qui a, sur les aspects sociaux liés aux addictions. Donc, une partie. Donc, le premier point, je vais être très bref sur ça, c'est que la mise en place du CEPIAD au Sénégal en 2014 a constitué un tournant dans la lutte contre les drogues au Sénégal avec l'adoption de la réduction des risques et le CEPIAD. C'était vraiment, et rappelez aussi, cela a été fait dans d'autres présentations, le CEPIAD est né aussi d'un travail de recherche qui a permis de montrer la pertinence, mais surtout l'exposition au risque, que l'exposition au risque des usagers de drogue constituait un risque supplémentaire de VIH. C'est un peu comme ça que les gens du VIH ont pu s'introduire dans ce cadre-là avec le risque d'infection. Donc, elle a pu montrer la pertinence d'une prise en charge biomédicale des addictions avec la méthadone, mais aussi l'intégration d'une prise en charge holistique qui associe à la fois des aspects communautaires, des aspects sociaux et des aspects psychosociaux. Elle a montré quelque chose d'important qui avait été fait dans le cadre du VIH, c'est l'importance de comment les gens vivent les addictions. Elle a pu permettre d'entendre la parole des personnes, mais aussi de valoriser les expertises des pairs et des usagers de drogue qui ont pu, par la suite, je reviendrai sur ça, sur leurs interventions, montrer comment ils pouvaient contribuer à cette lutte-là. L'évolution des approches répressives, c'est vraiment un point important. De lutte contre les drogues en Afrique, pendant très longtemps, ça a été de la répression, rien que de la répression. Et là, vous avez vu les voies, et là, je reviendrai sur cet environnement juridique et spécifique institutionnel qui va être le cœur de notre action. L'objectif, donc, c'est vraiment de décrire les activités innovantes qui ont été liées à la RDR et au CEPIAD. Qu'est-ce qui s'est passé avec les trois niveaux, le niveau politique, le niveau stratégique et le niveau opérationnel. C'est vraiment ça l'objectif. Ensuite, d'analyser leurs effets sur les forces de sécurité, les agents, les acteurs judiciaires et les soignants. Et de comprendre quels sont aujourd'hui les motifs du décalage entre ce niveau opérationnel qui travaille, qui fait des actions et le niveau institutionnel. Les méthodes enquête qualitative avec différents profils des chercheurs, des médecins, des coordonnateurs de programmes, des assistants, des médiateurs et des assistantes sociales. Et toutes les structures qui ont été enquêtées au Sénégal, qui travaillent dans le cadre de la drogue, ont été enquêtées. D'abord, le CILD, l'ANCS, qui est le programme Pareto, il s'agit des ONG, mais aussi des ONG telles que Djamra, qui ont été les pionniers de la lutte contre la drogue au Sénégal, le Centre Jacques Chirac, les acteurs du CEPIAD, du CLNS et du CRCR. Un peu l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le cadre de la drogue. Ensuite, nous avons également analysé des rapports d'enquête, de projets, des articles, etc. Et ces enquêtes ont été faites durant la période de, excusez-moi, un peu de 2019 à 2023. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les innovations et le dynamisme au niveau opérationnel? Il y a eu, le Sénégal a pu mettre en œuvre de multiples activités de soutien, de formation, de soutien et des plaidoyers qui ont été basés sur la RDR. À partir du moment donné où la réduction des risques a été introduite dans cet arsenal-là, il y a eu un changement. Et quel a été ce changement? D'abord, pour les usagers de drogue, beaucoup d'entre eux ont pu avoir une prise en charge médicale ou bien ont pu être recrutés comme médiateurs et ont pu organiser des formations, ont pu mettre il y a eu la première association des usagers de drogue a été mise en place par l'ANCS, l'Association nationale de lutte contre le sida, qui est devenue santé, mais c'est vraiment les acteurs communautaires qui ont permis l'émergence de ce dynamisme associatif au niveau des UDI. Les organisations de la société civile ont organisé beaucoup de renforcement de capacité sur les usagers de drogue.
il y a une sensibilisation, des messages, des films, des séries télévisées qui ont partagé cette nouvelle vision de la drogue, où effectivement beaucoup plus humaniste. Il y a eu aussi beaucoup d'améliorations. Lorsque vous allez au CEPIAT, le CEPIAT à l'époque, il y a eu qui est une structure de prise en charge des personnes addictions de drogue, avec des terrains de foot, des aspects d'activités génératrices de revenus, tout un processus qui a changé de ce qu'on avait l'habitude de voir au niveau de la drogue. Et surtout, et ça, je pense que ça a été quelque chose qui est extrêmement inspirant, qui est venu un peu de l'expérience du VIH, c'est ce que le professeur disait tout à l'heure, le plaidoyer avec le témoignage de CDI. Lorsque les CDI ont participé à différents plaidoyers, et ici, ils ont fait des plaidoyers à différents niveaux, notamment ce qu'on appelle les comités régionaux de développement, les CDD. Et ces comités régionaux de développement sont sous la direction des préfets qui organisent et qui appellent dans les 14 régions du Sénégal, il y a eu des plaidoyers qui associent les forces de sécurité, les acteurs de la justice, tels que les magistrats, les acteurs du sport, de la jeunesse, de la santé, les chefs religieux et les partenaires techniques et financiers, les représentants de la police et de la gendarmerie. Donc, dans ces instances, comité régional de développement, il y a eu des moments où le sujet, c'était la lutte contre la drogue. C'était ça la thématique. Et dans ces instances-là, les CDI ont participé et sont venus expliquer. Il y a eu parfois certaines de ces activités ont été organisées par le CILD ou bien par le CNRS. Et parfois, lorsqu'il y a eu des personnes qui ont témoigné en disant voilà mon vécu, comme le disait tout à l'heure le professeur, c'est ça qui a touché les gens, pour leur faire comprendre que la drogue, ce n'était pas seulement les enfants des autres. Il y a eu une région, je pense, où il y a eu le fils de quelqu'un qui était lui-même avait demandé qu'on emprisonne son enfant. Et quand il a écouté le plaidoyer des CDI, il a changé d'avis, il est sorti, il a dit ah, attention, j'ai fait une erreur, ce n'est pas ça. Donc, cette approche bien connue des experts du VIH a fonctionné là aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont eu des formations des forces de sécurité. Ils sont allés, les acteurs de la société civile, sont allés avec les médiateurs et aussi certains experts du CPR sont allés faire des formations sur les sites. C'est-à-dire dans les commissariats de police même, ils allaient faire des activités, ils allaient dans les écoles et ils allaient aussi à l'école de police, par exemple, ils ont intégré un module sur la formation, sur le RDR. Et tout cela, les acteurs judiciaires, ils ont aussi fait ce plaidoyer pour intégrer le RDR dans le code des drogues. Et il y a eu un gros travail qui a été fait sur l'injonction thérapeutique. Et quand j'ai interrogé les forces de sécurité et les acteurs de justice, ça peut aller du commissaire de police qui est responsable d'une zone avec beaucoup d'activités de lutte contre la drogue, ou bien des magistrats qui sont chargés des applications là. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Et je pense que c'est ça qui était intéressant. Ils ont expliqué que tous, à tous les niveaux, ils vivaient un sentiment de malaise, d'inefficacité de ce qu'ils faisaient avec cette approche répressive. Et parfois de honte ou d'impuissance. Quelqu'un m'a raconté une fois qu'il a reçu un jeune qui est venu lui dire « Je veux que vous me mettiez en prison ». Il a dit pourquoi? Il a dit parce que c'est le seul endroit où quand je suis là, je n'utilise pas, je ne prends pas de la drogue. Il m'a dit « Je l'ai mis en prison ». Et pendant un mois, je ne savais pas quoi faire de lui. Et comme je ne savais pas quoi faire de lui, il était dans la prison, mais lui, il était content d'être dans la prison. Il est sorti, il lui a dit, franchement, je suis content parce que ça fait un mois que je suis dans la prison, je ne vais pas plus. Et bien sûr, dès qu'il est ressorti, il a recommencé. Il a dit, ce témoignage m'a touché. Et j'ai vu, et c'est aussi le sentiment de mon impuissance. Ils disent qu'ils ont été victimes, ils ont été témoins des souffrances familiales, des mamans qui venaient pleurer, la question de la désolidarisation, des frères qui trahissaient leurs parents parce qu'ils voulaient avoir de quoi acheter leur drogue, parce que vous savez que dans les polices sénégalaises, je ne sais pas si ça se passe dans d'autres pays, mais les indicateurs, quand vous annoncez, quand vous dénoncez quelqu'un, on vous paye de l'argent. Donc, ils avaient une fois un trafiquant qui ne savait pas comment prendre parce que c'était certain que le gars il avait de la drogue chez lui, et c'est son propre fils qui l'a dénoncé parce qu'il avait besoin de quoi acheter de la drogue. Donc, ils expliquent qu'en fait, ces expériences-là les ont traumatisés. Et donc, il y a un autre élément aussi qu'ils disent. Ils disent, nos forces de sécurité et nos tribunaux sont engorgés des affaires de drogue. Parce que, sur sollicitation, la loi Latif-Gueye a été une loi qui a criminalisé le trafic de drogue et qui a entraîné, je pense qu'il y a eu d'autres présentations sur ça, dès que la loi a été appliquée, automatiquement il y a eu une augmentation
à la fois des arrestations, des procédures criminelles qui prennent du temps, qui sont épuisantes, et épuisement des forces de sécurité sur charge des prisons. Ils ont des personnes, quand elles rentrent à l'intérieur des cachots, qui se mettent à hurler, qui tapent leur tête sur les murs pendant des heures, et eux-mêmes, ça a un effet sur eux. Donc, du coup, quand les gens sont venus pour leur faire ce plaidoyer-là, ils expliquent que ça a amélioré leur compréhension. Et ils ont commencé à avoir de l'empathie pour les CDI qui jusque-là étaient considérés comme des hors-la-loi. Et pour eux, puisque ce sont des malades, et c'est ça, maintenant après le terme de malade, ça peut être vu par d'autres personnes, mais d'un autre côté, en tout cas pour eux, de leur point de vue, ça légitime l'abandon du tout répressif et le partage des responsabilités vers les médicaux. Et ils expliquent qu'en fait, finalement, ils sont avec des gens et ils pensent qu'au fond d'eux, que ces gens n'ont pas, ils ne doivent pas être en prison, mais ils ne savent pas quoi en faire, donc ils ne doivent pas en prison. Donc, une grande adhésion de l'injonction thérapeutique est pratique. Bon, ça s'est manifesté par du recours de plus en plus fréquent aux médiateurs. Ils expliquaient quand ils ont un usager, ils appellent le médiateur qui était venu faire le plaidoyer. J'ai un médiateur ici, qu'est-ce que l'on fait? Donc, les soignants aussi, paradoxalement, le fait de la discussion du RDR, ça va avoir un peu le même sentiment. Parce qu'un sentiment d'impuissance, notamment quand je parle des soignants, je parle de ceux à qui on délégué les usagers du corps, ce sentiment d'impuissance, de la souffrance, et que maintenant qu'ils ont quelque chose à proposer aux familles qui peut marcher, ça valorise, le satisfait des familles les valorise un peu leur travail. Mais aussi, il faut le dire que ces soignants ont eu, grâce à tout ce qui s'est passé, plus de moyens, meilleures conditions de travail, la légitimité du service de psychiatrie. Les psychiatres nous ont expliqué qu'effectivement, ils se sentaient mieux et pour pouvoir faire les médiations. Et ça a aussi participé à des conférences internationales et au plaidoyer avec des autres autorités pour des psychiatres qui, en général, étaient quand même dans des cercles assez récents. Maintenant, je vais aller sur le dernier point, je vais terminer sur ce point, les innovations et les lenteurs institutionnelles. Au niveau de la coordination, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de la coordination, le CIRD du Sénégal, à partir de 2014, a été renforcé. Il y a eu élaboration d'un plan stratégique national, attribution pour la première fois d'un budget de 200 millions de francs, coordination, et ils ont mis en place un processus de coordination pour l'évolution de la loi, des codes des drogues et aussi un changement de tutelle. Je reviens à ça. Ça a favorisé le partenariat national, État, ONG, services médicaux, forces de sécurité et CIRD. C'est vraiment cette coordination globale qui a été favorisée. Elle a renforcé l'accès à des appuis et des financements internationaux, tels que le Fonds mondial ou des ONG, mais il y a eu un important travail. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, j'ai vu que vous avez commencé en 2014 jusqu'en 2022. Je pense que le Sénégal aussi a commencé en 2014 avec beaucoup de ces ateliers. Donc, travail important pour l'évolution de la loi avec la dimension thérapeutique, la promotion de l'injonction thérapeutique et d'autres aussi mesures. Donc, je pense que les juristes sont plus spécialisés et ils ont expliqué ce qui s'est passé. Mais je vais terminer sur ça. Ce travail a commencé en 2014. On est en 2024. Et jusqu'à présent, il est en cours de validation. Je veux dire que, qu'est-ce qui se passe? Le CIRD a élaboré 2 plans stratégiques nationaux. Et jusqu'à présent, il aurait dû migrer du ministère de l'Intérieur, où il est assuré par un colonel, à la primature ou la présidence. Jusqu'à présent, c'est parfait. Ils n'ont pas de locaux, ils n'ont pas de personnel. Les financements requis par les plans stratégiques n'ont pas été acquis. Le dernier financement du plan, dernier stratégique en cours, tourne autour de 15 milliards, le financement n'est pas acquis. Jusqu'à présent, le Conseil national de lutte contre le sida est le principal financier. Donc, c'est toujours la lutte contre le sida à travers le risque infectieux qui finance le CIR. Ils ont des difficultés de fonctionnement du CPR et de la décentralisation. Parce que quand vous voulez décentraliser une pratique, autant en termes de... Vous mettez en place une action pionnière qui est un peu à valeur de démonstration, que la décentralisation, c'est encore un autre travail. Insuffisance du financement des activités, il y a beaucoup de choses que j'ai prises dans le nouveau, comme étant des éléments d'analyse situationnelle qui ont été mis par le CIRD dans son nouveau plan stratégique.
Donc, difficulté insuffisance de financement des activités, mais aussi la responsabilisation de la société civile. Parce que, en travaillant de façon multisectorielle, la société civile a exprimé en tout cas, le fait qu'elle n'est pas suffisamment responsabilisée ni suffisamment financée dans ces activités-là. Mais un autre élément, c'est qu'il n'existe toujours pas de système national d'information sur les drogues. Il est prévu, c'est-à-dire que les données sur les drogues proviennent essentiellement des prises. Il n'y a pas encore de système qui collecte l'information et qui l'organise. Donc, l'Observatoire national des drogues et des addictions est prévu dans le nouveau plan stratégique, mais pas encore suffisant. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est que nous avons vu tout le dynamisme qu'il y a au niveau opérationnel par les différents acteurs, mais qu'est-ce qui se passe? Manque d'intérêt? Est-ce que c'est le Covid? Ou bien nous avons connu des moments, une instabilité politique que nous avons tous vécu, mais est-ce qu'on peut se poser la question si le dispositif qui est en place est dépassé? Et je pense qu'aujourd'hui, l'exemple de la Côte d'Ivoire peut peut-être nous aider. Donc, en conclusion, je voudrais vraiment rappeler la disponibilité des services et stratégies innovantes avec des acteurs compétents qui ont travaillé sur tous les domaines, mais rappeler la fragilité des acquis face à un dispositif institutionnel non stabilisé et dépendant du financement de la lutte contre le sida. Le sida ne peut pas continuer à financer essentiellement la lutte contre les drogues. Il est important de mettre en place des mécanismes de financement additionnels. Or, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la conscience de l'augmentation des prises de drogue au Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai lu un article hier où il y a eu une prise de 200 tonnes de cocaïne. Combien? 300 kilos de cocaïne il y a une prise de 300 kilos de cocaïne ont été opérées dans la zone de Ndiaye. Tous les 2 jours maintenant, vous voyez des prises, un début de laboratoire qui sont mis en place. Et en général, si je ne me trompe pas, on dit qu'il n'y a que 10%, ça représente 10% de 90% de reste en consommation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une diversification, internalisation des trafics de drogue qui ne sont pas contrôlables sur les effets locaux, sans politique ni intervention efficace. Et ici, je pense que la Côte d'Ivoire est en voie, au Sénégal. Moi, je pose la question à tout le monde parce qu'on est dans une approche multisectorielle. Les spécialistes de la lutte contre la drogue, en tout cas ici, commencent à être dépassés par ces questions-là. Et je pense que les acteurs de la société civile devraient plus imprégner et voir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut faire une lettre de plaidoyer pour les nouvelles autorités? Est-ce qu'il faut mettre en place quelque chose qui va booster ce processus, comme ça a été fait pour le cadre du VIH-Sida? Je pense qu'aujourd'hui, au Sénégal, nous avons besoin de ça. Donc, je voudrais vraiment remercier toutes les personnes, magistrats, commissaires de police, y compris le CILD, les soignants, qui ont pu parler avec moi de façon très, 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 très sincère, qui nous disaient qu'ils avaient dans le cœur, et puis remercier aussi tous ceux qui nous ont accompagnés dans le cadre de ce processus. Merci. Merci, docteur Pouillot. Encore une très belle présentation et qui a fini aussi par des questions, de très bonnes questions, qui, lorsqu'on trouvera des réponses, permettra peut-être de régler ce problème auquel nous tous on est confrontés, que ce soit les acteurs de la prise en charge, mais aussi les acteurs de la réduction de l'offre aussi. Je pense que c'est un problème qui est là. Malheureusement, je pense que cette réflexion continue, parce qu'il y a eu plusieurs plans. C'est comme si on ne faisait que des plans. Il y a 2 autres. Le dernier plan, moi, je serais impliqué pour ce qui est de la mise en place de l'observatoire, mais aussi de la promotion de la recherche, la reconstruction aussi d'infrastructures, équipement en cas renforcement des capacités. Donc, beaucoup de choses. Le plan, si vous le regardez, mais c'est comme si ça venait répondre à toutes les questions que vous vous êtes posées. Mais le problème, c'est la mise en œuvre, l'effectivité, le financement. Est-ce que c'est en rapport avec l'instabilité ou pas? L'instabilité politique. D'ailleurs, en suivant la présentation du professeur Monchal, je me demandais, est-ce que... Parce qu'elle a aussi fait l'analogie aussi avec ce qui se passe au Maroc. Et l'une des caractéristiques de ces 2 pays, c'est que le pouvoir en place est là depuis longtemps. Est-ce que, en quelque sorte, le changement de régime, est-ce que ça va en faveur de la lutte contre l'éducation de l'homme? C'est juste que ça veut provoquer. Et aussi, je ne sais pas, peut-être qu'à aujourd'hui aussi dans les discussions, vous, avec toutes les avancées que vous avez à faire, n'avez pas peur que si jamais demain il y a un changement de régime,
qu'il y ait aussi un changement dans la lutte contre la drogue. Et auquel cas, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour prévenir tout ça? Donc, des questions, que des questions, je pense que la réflexion va se poursuivre. Donc, on va continuer les présentations avec docteur, pas encore docteur, hein, donc Mohamed qui va faire tour à tour deux présentations. La première sera consacrée aux stratégies des usagers de cannabis face à la répression au Sénégal. Je rappelle que M. Mohamed Diop est chercheur en sciences sociales, il est doctorant aussi à l'Université Hassan Sek de Ziguinchor. Mohamed, vous avez la parole. Bon, merci beaucoup à tous. Donc, je vais me passer la présentation, donc, comme l'ont bien présenté M. Ndiaye, Dr. Ndiaye. Donc, je vais vous faire ma présentation sur les usagers de cannabis face à la répression au Sénégal. Un travail qui s'inscrit dans le cadre de mon thèse. Donc, comme élément de contexte, le cannabis est la substance illicite la plus consommée dans le monde, et particulièrement en Afrique de l'Ouest, et également aussi au Sénégal. Son usage est banalisé par les usagers particulièrement et peu toléré dans la société sénégalaise. Je rappelle que le cannabis est communément appelé yamba dans la société sénégalaise. Il est également largement cultivé dans le pays avec un potentiel économique important, faisant vivre à ses cultivateurs dans la zone de Ziguinchor, dans le sud du Sénégal. Mais il y a aussi des risques d'effets psychiques perçus par la société de façon générale et on le dénomme souvent l'herbe qui tue ou l'herbe qui rend fou. Donc cette perception fait s'associe à une forme de marginalité sociale et de stigmatisation des usagers. Donc je rappelle qu'au Sénégal, l'approche est foncièrement répressive par ratification des conventions internationales, par les conventions internationales. Et également, si le Sénégal s'est doté en 1998 d'un code des drogues, donc qui stipule que ceux qui, de manière illicite, achètent, détiennent ou cultivent des plantes, substances classiques comme stupéfiants, à l'exemple du cannabis, sont punis par la loi à des peines d'emprisonnement allant de 2 mois à 1 an et une amende égale au triple de la valeur des drogues. Donc, il y a une étude qui a été réalisée par l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, qui avait montré que 61% des usagers de drogue ont déjà été incarcérés. Les deux principaux motifs d'incarcération sont le vol et le recel, et la détention, l'usage et le trafic de drogue, particulièrement le cannabis. Donc, toujours comme objectif, l'objectif de cette présentation est de décrire et analyser les stratégies des usagers de cannabis pour faire face à la répression, et également aussi de décrire les groupes de population d'usagers aux différents espaces sociaux de consommation, ainsi que leur perception de la législation. Donc, comme méthode, notre méthode est essentiellement qualitative, basée sur un travail de terrain. Nous avons effectué des observations par immersion dans différents espaces sociaux de consommation et nous avons réalisé des entretiens individuels approfondis et des entretiens collectifs. Et ces entretiens ont été retranscrits, codifiés par thématique et ont fait l'objet d'une analyse de contenu. Donc, je rappelle que les données sont issues d'un travail de thèse en cours et d'une étude anthropologique sur la dynamique sociale de l'usage de drogue au Sénégal. Cette méthode nous a permis d'aboutir à ces résultats. Donc, nous commençons d'abord par vous expliquer ce qu'on entend par espaces sociaux de consommation. Donc, ce sont des milieux de rencontres où se tissent des relations d'interdépendance, des styles de vie et des pratiques socioculturelles partagées. Donc, c'est des espaces non clos où chaque usager peut fréquenter successivement ou pas l'autre. Donc, ceci dit, ils peuvent se déplacer dans les différents espaces sociaux de consommation, faire partie d'un espace et plutôt être encore dans un autre espace. Il s'agit ainsi des groupes, et ces groupes qui répondent également aussi aux critères, à des profils, en fait, qui sont définis sur des bases empiriques et des caractéristiques sociodémographiques, socioprofessionnelles plutôt, et leur milieu d'appartenance pour des personnes qui ne sont pas directement identifiables. Je rappelle qu'à la différence des personnes usagères de drogue injectables, qui peuvent se nommer patients ou malades, donc les usagers de cannabis ne s'identifient pas à la consommation de drogue. Toujours dans ces résultats, donc nous avons différents groupes de consommateurs où nous avons mené nos enquêtes. Il y a les jeunes urbains précaires, qui sont les habitants des quartiers populaires, qui sont plus visibles dans les espaces publics et qui ont des conditions de subsistance assez limitées. Il y a également aussi les jeunes en scolarité qui concernent les élèves et les étudiants, ainsi que les professionnels intégrés qui sont moins visibles, stables financièrement et qui ont une certaine autonomie, donc autonomie qui est liée particulièrement à la finance. Donc, il y a aussi les Baïfal. Donc, les Baïfal, c'est une communauté spécifique, une branche de la confrérie religieuse mouride, donc spécifique de par leur habillement. Donc, ils s'habillent généralement en patchwork. Donc, également, ils sont souvent en dreadlocks par référence à leur guide, donc de référence.
Il y a aussi les artistes, les artistes qui ont l'apanage de cultiver un esprit créatif à travers le art. Et nous avons rencontré aussi bien des musiciens, des danseurs et des artisans. Il y a aussi ce qui était plus accessible, donc du fait qu'on a fait immersion dans le centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar, donc le CPA, où nous avons rencontré des polyconsommateurs de drogue qui consomment le crack, cocaïne, héroïne, cannabis et benzodiazépine, qui sont inscrits donc dans un processus de traitement à la dépendance à l'héroïne par méthadone. Donc, toujours dans les résultats, nous allons parler à présent du risque des perceptions de la répression. Donc, les usagers du cannabis perçoivent généralement un risque d'arrestation et d'emprisonnement. Donc, ces risques ont également aussi des conséquences. Ces conséquences sont comme par exemple des barrières à l'insertion professionnelle, du fait que l'arrestation est notifiée sur le casier judiciaire. Il y a aussi le fait que cette arrestation, ou bien même l'emprisonnement, peut être susceptible de provoquer l'abandon scolaire. Et également aussi en milieu carcéral, les détenus sont exposés à des formes de violence, et une entrée dans la délinquance à la sortie de prison, donc une forme de frustration qu'ils développent à la sortie de prison pour la plupart du temps, donc ce que rapportent les usagers rencontrés sur le terrain. Il y a aussi le fait que le contexte criminalisant, donc ça pousse quelque part à des pratiques à risque mal contrôlées et non encadrées. Et également aussi, il y a l'exclusion sociale face à des usagers qui tiennent à leur intégration dans la société. Donc, ceci dit, donc, c'est quelque part, ils ont tendance à manifester ce besoin d'intégration qui fait que, donc, qu'ils manifestent un petit peu une certaine frustration du fait qu'ils sont exclus parce qu'ils sont consommateurs de cannabis, donc, dont l'usage est banalisé. Toujours dans leur perception, les usagers rapportent une application discriminatoire de la loi selon les usagers. Donc, il y a des jeunes des quartiers populaires les plus démunis qui sont exposés à une forme de maltraitance à l'arrestation. Donc, comme le soutient ces propos, ceux qui vivent dans les endroits défavorisés sont les plus fatigués de la répression. Ceux qui habitent en face sous des baraques, à chaque fois, les policiers viennent frapper à leur porte à des heures indécentes, à 4 h du matin, mais ils ne viennent jamais dans cette zone. Donc, cet usager donc, se positionner dans un quartier plus ou moins plus ou moins moderne, donc un petit peu différent des endroits précaires. Il y a aussi un souhait qui a été exprimé par les répondants, donc c'est la révision de la loi. Donc, une part de dépénalisation, quelque part de légalisation ou de décriminalisation, comme le soulignent ces propos. Je le souhaitais que le cannabis soit légalisé comme l'alcool, et ils peuvent de telle sorte que celui qui a moins de 18 ans n'aura pas accès à ces emplacements. Ils doivent voir comment l'organiser pour ceux qui l'utilisent puissent l'avoir dans les meilleures conditions. Et toujours dans les résultats, donc là, à présent, nous allons parler des stratégies de l'usage du cannabis. Donc, parmi ces stratégies, il y a l'adoption de formes de prudence liées à l'approvisionnement. Et dans certains, donc, comme le souligne ces propos, acheter un poids, donc ça veut dire une grande quantité pour réduire la fréquence chez les dealers, donc du fait qu'il y a la présence des policiers dans ces milieux. Il y a aussi une dame qui rapporte que de la même manière qu'on cache nos seins, on cache le cannabis. Et pour ces femmes, généralement, ils ont un boy, c'est-à-dire un petit frère qui généralement achètent pour eux, pour réduire leur présence dans les milieux de consommation. Une stratégie qui est également aussi adoptée par les professionnels intégrés, parce que donc, du fait qu'ils ont une autonomie financière qui leur permet de ne pas fréquenter ces milieux d'approvisionnement et qui envoient généralement des jeunes qui achètent pour eux, moyennant une somme d'argent qui leur donne bien une part du cannabis. Il y a aussi comme stratégie la gestion du secret et les interfaces entre espaces sociaux autorisant l'usage et les espaces l'interdisant. Donc, comme le souligne ce propos, je préfère fumer dans les endroits où je ne dérangerai personne et je ne serai pas obligé de tourner à gauche à chaque instant pour voir si quelqu'un vient ou pas. C'est pourquoi je préfère fumer la nuit, au moment où tout le monde dort, ou m'enfermer dans ma chambre, mettre de l'encens, de parfum ou de parfum et je pourrais fumer avec l'esprit tranquille. Toujours en termes de stratégie, il y a le contrôle de la consommation lié aux effets du cannabis. Parce que comme peut-être que vous savez, comme il y a Dr Ndiaye qui est là, donc il y a une coloration rouge des yeux qui se fait donc à travers l'inhalation du cannabis. Et pour ce faire, donc, pour ne pas se montrer, les usagers ont tendance à porter des lunettes noires fumées donc pour cacher les yeux. Il y en a d'autres aussi qui évitent les effets indésirables. C'est-à-dire, et là, il parle des facteurs d'oubli. Parfois, le cannabis peut les induire à des oublis ou bien à des hallucinations, qui fait qu'ils s'éloignent donc du cannabis au moins d'aller au travail ou bien d'aller à l'école, pour surtout ce qui concerne les professionnels intégrés et les jeunes scolarisés. Il y a aussi comme stratégie le fait de négocier avec les policiers
pour acheter leur liberté. Cette forme de négociation est généralement appelée graisser. Donc, ils vont dire, bon, j'ai graissé quelque part donc, pour pouvoir avoir ma liberté. Donc, comme le souligne ce propos, on m'a une fois arrêté avec 10 joints, mais c'est mon père qui est venu graisser de l'argent pour qu'on me relâche. Donc, là, une des stratégies. Et par ailleurs, il y a aussi l'adoption de règles d'hygiène et de soins, donc par rapport à l'image de soi. Donc, comme la consommation de cannabis, comme le souligne ce propos, la consommation de cannabis demande à ce que tu manges bien, tu t'habilles correctement, mettre de bons parfums, il faut dormir, sinon cela va se voir sur ton visage. Je rappelle à ce propos que cette répression enfonce davantage même la stigmatisation sociale qui fait que les usagers donc, évitent aussi bien les policiers que les populations pour ne pas être démasqués. Donc, toujours comme... Voilà, donc pour finir notre présentation, nous allons aboutir sur cette discussion en conclusion. Il y a aussi un fait marquant et a été rapporté par pas mal d'acteurs, donc que ce soit les socio-entrepreneurs comme Marie-Geoffrey aussi. Il y a aussi voilà, l'IDPC, donc pas longtemps, donc son rapport l'échec de la guerre aux drogues à l'échelle mondiale. Il y a aussi un constat, donc de nouvelles réglementations qui sont à l'œuvre en presque plusieurs pays, aux États-Unis et en Afrique également aussi, comme en Afrique du Sud, qui ont légalisé déjà récréatif. Au Zimbabwe, il y a l'usage médical et industriel, de même qu'au Lesotho. Et cette nouvelle réglementation donc, concerne une volonté pour les États d'attirer les investissements étrangers et locaux en Afrique, donc selon l'article de Clémence Ruzenga. Il y a aussi cette volonté donc, de répondre à un problème de santé publique et au regard des échecs de l'approche prohibitionniste contre la criminalité, surtout au Canada, donc, où le cannabis, l'usage des drogues en fait, et le trafic de façon générale a engagé un petit peu la criminalité. Il y a aussi le débat qui est ouvert ici au Sénégal, donc par des acteurs de la radio, donc en fait, ils rencontrent les Africains pour faire face pour la lutte contre les droits humains. Donc, ils ont soulevé le débat pour décriminaliser la consommation de cannabis, eu égard au surpeuplement même au niveau des prisons. Et pour finir sur ce dernier diapo, donc on va revenir un petit peu sur l'échec parce qu'il y a toujours cette poursuite de consommation par l'adoption de stratégies d'adaptation par les usagers. Et aussi la loi contraignante, elle est contraignante et elle est improductive, donc constituant un lourd fardeau pour la justice. Et il y a aussi, elle est appliquée de façon discriminatoire, donc pour ce qu'on parle de disparité sociale dans son application. Nous avons, par exemple, observé aucun effort de régulation au Sénégal, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Sow, donc dans sa présentation, il y a eu des plans qui ont été mis en œuvre, mais rien jusqu'à présent n'est mis en place. Et par ailleurs, il y a aussi la création d'usages de drogue, donc qui sont constitués dans presque toutes les régions du Sénégal. Et je rappelle que ces associations d'usage de drogue s'activent plus spécifiquement sur les consommateurs de drogue injectables parce qu'ils ont un financement pour pouvoir faire des activités de réduction des risques, alors que la réduction des risques n'est pas encore appliquée aux usagers de cannabis. Donc, il y a aussi, par ailleurs, des scientifiques qui sont engagés dans la formation et la production d'informations sur les drogues. Il y a le RECIDAP, dont je suis membre fondateur. Il y a le cours Ouest africain sur le politique de lutte en matière de drogue et de droits humains qui a été organisé, donc, qui s'organisait tous les 2 ans, donc, mais il y a eu des retards depuis la COVID-19, qui constituent des éléments, franchement, qui poussent un petit peu à revoir les lois au Sénégal. Donc, à présent, je vous dis merci pour votre énorme attention et je remercie les participants à l'enquête au nom de l'État. Merci, docteur Mohamed. Vous allez enchaîner sur la deuxième présentation. C'est autant que faire se peut de respecter les 10 minutes, hein, malheureusement. Vous avez des noms, vous avez des noms. Oui, j'ai dit, ça va, La 3 présentations. Hein? J'ai fait ça que 3 présentations ce matin. C'est un marathonien. C'est ça. Allez-y. Bon, encore merci beaucoup. Donc là, il s'agit là de... Donc là, je commence sur une interrogation centre thérapeutique pour cancer de l'asthme. Donc c'est un lieu de traitement non médical des usagers de cannabis au Sénégal. Donc comme élément de contexte, au Sénégal, il y a des recours donc, dits traditionnels. Donc quand je parle de recours, il y a des gens qui ont tendance à faire recours à ces structures traditionnelles, donc sous le traitement des troubles mentaux, qui sont également aussi ouverts aux usagers de drogue. Donc il s'agit de communautés éducatives, religieuses et thérapeutiques, donc sous l'autorité de marabout, un peu comme les Dara. Donc il y a aussi ces pratiques sont généralement dénoncées par les médias de par leur caractère coercitif.
Donc, mais là, cette étude concerne spécifiquement le centre de Toba, qui est spécialisé dans le traitement des troubles mentaux de nature différente. Donc, ces troubles mentaux qui peuvent relever des djinns, donc il parle de djinns, donc ça veut dire des esprits, et également aussi d'autres facteurs comme les drogues. Donc, ce travail s'inscrit dans une thèse sur les enjeux socio-sanitaires du cannabis dans la légalisation au Sénégal. Donc, comme objectif, l'objectif principal, c'est de décrire les pratiques du centre dans le centre de traitement des malades mentaux qui sont liés spécifiquement au cannabis. Donc, pour vous dire que je suis apposant juste sur les patients, les malades qui ont des problèmes liés au cannabis. Et il s'agira également de décrire les populations et d'analyser la perception du centre et de son traitement. Donc, en termes de méthodologie, nous avons adopté la méthode qualitative basée sur un travail de terrain où nous avons effectué des observations par population, plusieurs allers-retours dans ce centre. Donc, nous avons essayé de nous familiariser un petit peu avec les malades pour en discuter, comme nous l'avait bien suggéré le marabout qui gère le centre. Donc, il fallait juste donner du thé, donner du tabac et discuter un petit peu pour avoir gagné de confiance. Donc, ce que nous avons effectué à travers ces allers-retours et qui nous a permis de réaliser des entretiens individuels et des discussions de groupe avec les responsables du centre et avec les malades stables. Donc là, je précise sur les malades stables parce qu'il y en a certains qui ne pouvaient pas tenir une discussion correcte. Donc, nous nous sommes résumés à ceux qui pouvaient tenir une discussion assez stable. Donc, nous avons ces entretiens ont été retranscrits, codifiés par thématique et ont fait l'objet d'une analyse de contenu. Donc, cette méthode nous a permis d'aboutir à ces résultats et nous commençons par vous présenter le centre qui a été créé en 1990 par le marabout et chef religieux qui est domicilié à la région de Ziguinchor. De laquelle Docteur se situe dans la commune d'arrondissement de Bignona, qui est au département de la région de Ziguinchor. Donc, qui est un petit peu loin de la ville de Ziguinchor. Donc, c'est un espace d'accueil et de traitement des malades mentaux qu'on appelle en langue locale, donc, et le personnel est composé de disciples du marabout. Et dans ces malades guéris, habituellement appelés Diorin. Donc, Diorin, l'expression wolof qui signifie représentant. Vous pouvez voir à travers cette image-là, c'est des dortoirs. Là aussi, c'est la case qui sert de case de convivialité où se mènent généralement des activités. Le marabout mène assez souvent des mini-conférences, donc qui se basent sur tout un petit peu le Coran, l'islam, des choses comme ça, donc pour essayer de ramener les patients à la raison. Donc, la population d'enquête. Donc, au moment de l'enquête qu'on avait effectuée en 2021, le centre accueille une trentaine de personnes dont la majorité concerne du cannabis. Les malades sont souvent conduits au centre sous la contrainte par leur famille. Comme le disait le marabout, en général, la maladie mentale occasionne une certaine gêne par leur famille. Ou bien également aussi, parfois, ils sont victimes de troubles comportementaux qui fait que les parents leur délaissent et les astreignent à se réfugier dans ces centres de redressement. Ils sont aussi consommateurs de cannabis et présentent des troubles psychiques et comportementaux et relationnels. Donc, la majorité de ces patients a déjà séjourné en service psychiatrique, que ce soit à Ziguinchor ou à Dakar, ce qui fait que les patients ont tendance à appeler le centre garage. Donc, garage comme le dernier recours, comme là où il s'arrête le traitement selon notre terme. Donc là, nous avons essayé d'interroger le marabout sur les relations entre le cannabis et la maladie mentale, ce qui nous a permis d'avoir ces réponses. Pour le marabout, le cannabis est un produit mystique, donc il y a une longue histoire que peut-être vous verrez plus tard dans ma thèse. Donc c'est une propriété des djinns agir différemment selon les personnes. Pour lui, le cannabis est susceptible de provoquer 4 types de folie en fonction des modes de consommation, de la fréquence et de la quantité consommée. Donc, une de ces folies est que cette folie qui se manifeste par le fait que le cannabis devient la principale priorité de la personne qui ne s'occupe que de cannabis. Donc, qui n'a plus le temps à ses amis, qui n'a plus le temps à ses activités professionnelles. Et il y a aussi un deuxième type de folie où l'usager est animé d'une joie extrême, qui se manifeste par un rire bête, qui rit pour rien, qui rit pour quelque chose, donc il ne comprend pas grand-chose. Et il y a aussi une troisième folie, donc où l'usager ne supporte plus ses vêtements et préfère se mettre à nu. Donc, généralement, il rapporte que le consommateur, dès qu'il prend un joint de cannabis, il transcrit et il a chaud, il n'a plus besoin de ses habits, il va juste se laver ou bien se mettre à nu. Donc, il y a aussi un quatrième type de folie, qui se manifeste par la distorsion de la pensée. Donc, l'usager parle seul et semble plonger dans un autre monde. Et le marabout lit ce type de folie au djinn. Au djinn, généralement, ça arrive des esprits. Toujours en termes de résultats, le traitement, donc, qui se passe au niveau moral. Désolé pour Désolé pour les images là.
Donc, en fait, le traitement est individualisé et défini par la nature du déficit mental et par la réaction du traitement pour ramener les malades à la raison. Donc, généralement, il emploie le terme d'élocylène, central, donc une façon de dire ramener les malades à la raison. Donc, il adopte une combinaison de médecine traditionnelle et moderne. Donc, ce qui concerne la médecine traditionnelle, c'est les décoctions de plantes, d'encens pour sortir la drogue du corps par la sueur, ce qu'il appelle désintoxication. Donc, à travers la sueur qui se dégage, donc, on dit que c'est la drogue qui se libère du corps de ces individus. Il utilise également aussi des médicaments pour leur faire dormir ou bien contre l'anxiété, selon les indications du marabout. Parfois même, ce sont des patients, donc comme on l'a dit tantôt, ils sont passés par pas mal de centres psychiatriques et bien généralement avec des ordonnances. Puis il a tendance à republier ces ordonnances-là pour leur donner, donc tout sachant les effets tout de même. Donc, il y a aussi l'isolement qui est appliqué dans le centre par l'utilisation de faire OK, comme vous le voyez à travers les images. Il y en a certains patients, ce n'est pas tous, mais donc, il y en a certains qui sont attachés pour éviter la fuite et les agissements de violence, également aussi de les éloigner du cannabis. Toujours en termes de traitement, les usagers sont impliqués dans les activités, comme le dit le marabout, le travail, ça leur permet de renouer à l'effort. Il y a aussi la prière et la vie collective qui permet de renouer avec la dévotion et la vie spirituelle. Il y a aussi l'implication des familles. Donc, comme ce qui se passe dans le centre psychiatrique, que ce soit le centre psychiatrique de Dakar, donc on parle de Pinch, dans le centre psychiatrique de Kenya, on parle de Bantamba. Donc, c'est une activité donc, qui mobilise des familles qui s'impliquent dans le traitement, une façon donc, qui permet une discussion collective, qui permet la resocialisation. Donc, il y a aussi les discussions individuelles et collectives pour les ramener à la raison. Donc, tout ça, ça rentre dans le cadre de l'implication des familles et du traitement. Comme perception du traitement par les malades. Donc, il y a des perceptions positives. Donc, généralement, les patients, eux, ils reproduisent le discours du marabout sur le cannabis et la sacralisation du corps humain en se disant, oui, le corps est sacré, il faut en prendre soin, il ne faut pas finir le cannabis. Donc, ils ont tendance à reproduire ce discours-là, qui est souvent le discours du marabout, même s'il a une position assez mitigée sur le statut légal du cannabis. Donc, il y a aussi une des perceptions positives est l'arrêt de la consommation dans ce milieu. Déjà, ils n'ont pas la possibilité de sortir ou de fumer du cannabis. Comme le souligne ce propos, nous sommes bien ici, on nous traite bien et on ne pense plus à consommer du cannabis. Il y a aussi une appréciation positive, le fait qu'ils ont la possibilité de se resocialiser et également aussi le retour à la raison parce qu'ils vivent en communauté. Il y a une appréciation des activités d'aide à la réinsertion qui leur permet d'apprendre un métier au sortir du centre. Mais cependant, il y a certains qui ne semblent pas être à leur place parce qu'ils ne se considèrent pas comme des fous. Ils estiment qu'ils sont là, donc ils ont aussi une perception assez mitigée sur le cannabis. Tantôt, ça peut parler à la folie, tantôt, ça coup. Donc, les discussions assez mitigées sur cette question. Dans le but des patients. Donc, pour finir cette discussion, donc, comme on s'est posé la question, donc, la place du centre de Togo est évidemment hors du système de santé. Les soins ne sont pas conformes aux recommandations sanitaires, donc il n'y a pas de personnel qualifié en éthologie. Et il y a aussi au Sénégal d'autres communautés thérapeutiques confessionnelles qui existent. Il y a une qui est appelée BASE, donc à Dakar, fondée par Kara, le guide religieux de la confrérie du Mouri, donc qui a eu récemment des événements, donc les médias l'ont rapporté. Donc il a même dû fermer le centre. Et également aussi, il y a eu des contentieux avec la police qui s'est finalement réglé. Donc là, on peut répondre à notre interrogation pour dire que le centre de Togo est aussi bien un centre de logement qu'un centre thérapeutique qui est basé sur la contrainte, une contrainte qui est bien évidemment acceptée par les malades, du fait qu'ils sont exclus socialement et exclus également aussi par leur famille, qui évoque aussi le coût élevé des soins dans les structures classiques, bien vrai que dans le centre de Togo, ça nécessite un financement. Donc, il y a des frais à débourser à l'entrée dans le centre. Donc, on se dit qu'il serait intéressant de comparer le centre de cette communauté thérapeutique avec celle de mise en œuvre en Côte d'Ivoire, donc par peut-être Jérôme Devano, donc pour faire une étude comparative sur ces communautés thérapeutiques. Toujours dans les discussions, faudrait-il intégrer les approches traditionnelles au niveau des services offerts aux personnes qui font face à un usage problématique de drogue, et également aussi développer des communautés thérapeutiques moins centrées par le religieux et davantage par une approche professionnelle et psychosociale, mais tout de même, il y a une importance du religieux dans le processus de guérison des malades mentaux donc au Sénégal, donc au pays donc à 95% musulmans et également aussi des chrétiens, donc il y a aussi des pratiques aussi qui sont disponibles donc, au niveau de ces
que ça soit au niveau des églises, donc il y a ces disponibilités. Il y a même également aussi des pasteurs qui font des offres de services pour délivrer les gens, que ça soit de la drogue ou bien d'autres problèmes liés à la maladie mentale. Donc, en termes de santé publique, il serait nécessaire de développer des approches adaptées dans le respect des droits des personnes concernées, donc particulièrement les adultes. Donc, sur ce, je vous remercie de votre attention. Merci de votre participation à la débat. Merci, Dr Mohamed. Merci vraiment. 3 présentations à nous mener. Bravo. Et pertinente présentation. Parce que c'est l'excellence à la technologie, c'est l'immersion. On va parler dans une des photos. On vous reconnaît vraiment comme quelqu'un et un homme de terrain. Je pense que notre félicitations dans ce sens-là. Donc, on va ouvrir une liste pour les interventions. Oui. Du Bénin. Du Bénin. Oui. D'autres mains? Oui. Ça. Observe ça. D'accord, oui. Ça, monsieur Ousmane. Ça. Libéré. Sans être le plus possible. Monsieur Roch. Merci, très rapidement. J'ai une première question à l'endroit de M. Ansar Yao. Vous avez terminé votre présentation par... Non, pas ça, lui. Diop, c'est Diop. Oui, Mohamed Diop. Oui, Diop. Sorry. Vous avez terminé votre intervention par un groupe qui m'a interprété des approches adaptées. Et donc, vous avez fait le terrain. Si, par exemple, le ministre de la Santé ou de la Sécurité qu'est-ce qu'il entendra par une approche adaptée du sociologue? Parce que depuis le matin, je suis à l'aise un peu par rapport à notre façon de anthropologue au sens social de voir la question. Que nous investissons dans une posture qui remet en cause les modèles classiques. L'anthropologie, depuis un moment, est critique par rapport à cela. Nous sommes en santé publique, nous refusons un peu la santé publique et nous prenons des modèles adaptés au texte de l'éducation des voyageurs sans réussir en anthropologie. Mais toutes les interventions sont maintenant à comprendre que dans la partie, nous sommes dans cette dynamique. Lorsque nous pensons, par exemple, qu'il faut retourner vers les lois qui déprisonnalisent, en guillemets, en fait, nous n'avons pas des méthodes adaptées à notre contexte, nous ne posons pas des propositions adaptées à notre contexte et nous allons tous vers la même loi. Là, je ne suis pas très à l'aise puisque nous insistons sur la nécessité d'adapter nos réponses au contexte local à partir des données probantes. Finalement, quelle est la portée de tout cet apport-là dans les stratégies en cours dans nos pays? Si les entreprises reviennent toujours à la même loi, et n'envisage pas un effort de contextualisation à ce niveau-là. On ne se sent pas à l'aise. Donc voilà, c'est ce que je vous remercie. La question, je suis bien au Dr Mohamed, que vous recherchez des intervenants. Non, on a fait. C'est Jean-Baptiste. Oui, merci beaucoup. Moi, je suis Jean-Baptiste Guillachmi, je suis parmi du groupe. Je travaille sur les questions de santé publique, en particulier dans les populations et on fait la recherche opérationnelle sur notamment sur des projets. J'avais une remarque sur une question à vous tous. Un des arguments qui peut aussi être intéressant dans la discussion avec les institutionnels, c'est le coût de la lutte contre la drogue en termes globalement, en termes d'économie de la santé et d'économie globale. Donc, je me souviens des discussions en France
J'ai participé il y a pas mal d'années à un comité qui revoyait qui était un comité d'experts sur les approches de TSO, donc qu'est-ce qu'on faisait en matière de traitement de à l'époque. Et on avait auditionné la police, les magistrats, etc., etc. Et on avait eu des éléments d'économie qui montraient quel était le coût à l'époque de la politique répressive en France en matière de drogue. Et c'est monstrueux, ces coûts. Ce que ça coûte en matière de dépenses dans la justice, la police, dans les hôpitaux, etc. Pour avancer les éléments en matière d'économie pour discuter avec les institutionnels, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des études qui ont été conduites dans certains des pays sur ces questions-là? C'est ma question. Ma première question. La deuxième chose, c'est est-ce qu'il existe des groupes de type narcotique anonyme, des groupes de support, parce que ça commence à se développer, notamment sur les questions de l'alcool, avec une transposition des modèles venus des États-Unis, qui sont des modèles qui ont simplement une dimension religieuse. Et ça commence à voir apparaître en Afrique de l'Ouest et centrale des groupes d'alcooliques anonymes qui réutilisent le modèle. Et ça interroge ça, c'est-à-dire qu'il y a cette petite dimension religieuse dedans, dont vous parlez. Je voulais poser la question de savoir si ça existait pour les drogues, à votre connaissance dans la région. Le troisième petit point, c'est que quand on écoute vos présentations qui sont très intéressantes et vraiment félicitations pour ce travail de terrain, on comprend que dans la population qui va dans ces centres, il y a une proportion de personnes qui sont atteintes de pathologies psychiatriques qui est manifestement importante. Je vois qu'il y a une petite carte aussi à ma droite ici. Est-ce qu'on a une idée d'une évaluation de la proportion de ces patients qui sont pris en charge, qui sont vraiment atteints, par exemple, de troubles psychotiques? Parce qu'on sait très bien que, en ce qui concerne le cannabis, c'est une substance qui est utilisée comme un médicament par ces personnes pour soulager leurs angoisses, etc., etc. Est-ce qu'on a une idée de la proportion de ces patients atteints de troubles psychiatriques? Et puis, la dernière question pour monsieur, c'est quand vous dites les patients acceptent leur prise en charge, les contraintes, etc., est-ce que dans la discussion avec eux, vous êtes sûr que réellement cette acceptation, elle est réelle, ou bien est-ce qu'elle est induite par le fait qu'on fait des groupes de discussion avec des gens qui sont tous ensemble dans un centre? S'il y en a un qui commence à dire on me maltraite, il va se mettre en situation de porte-à-faux vis-à-vis des autres, vis-à-vis du marabout, etc. Je veux dire, quelle est la part d'acceptation réelle et de contraintes finalement liées à ça? Il y a même incité du consentement. L'incité du consentement. C'est assez paradoxal de parler de contraintes, ensuite de parler d'acceptation. Merci. Désolé, je suis un petit peu. Merci pour ces questions. Donc, pour une de ces questions, ça concerne tous les présentateurs, mais d'autres aussi, ça concerne. Donc, on passe la parole à Stanislas. C'est Stanislas qui a dit de venir, non? La question s'adresse à Jean. Si le centre de la je vais te demander pourquoi les jeunes de cannabis sont beaucoup au marabout. Et comment le marabout appréhende ce consommateur? Ok. Et le dernier intervenant, je pense, c'est. Non, l'avant-dernier. Ok. Donc, on dit ça.
En fait, moi, d'abord, vraiment félicitations aux uns et aux autres pour la qualité de leur présentation. J'ai envie de dire à Mohamed que vivement que cette thèse soit terminée et présentée, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qu'il faudrait peut-être partager avec la communauté et après avoir la possibilité d'aller au-delà de ça. D'abord, c'est des encouragements. Bon, c'est déjà vu à Saint-Louis, il a parlé tout à l'heure du groupe régional ouest-africain sur les politiques de drogue et des droits humains, avec les droits humains. C'est organisé à Saint-Louis entre 2018 et 2020, et qu'on a démarré à 2010. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est juste un complément d'information, peut-être apporter quelques éléments de réponse à l'analyse pertinente formulée par nous sur en fait pourquoi il y a ce décalage entre l'avancée opérationnelle et les lenteurs institutionnelles. Je crois que fondamentalement, c'est que nous et que la Côte d'Ivoire a eu, c'est une volonté politique. Il nous manque une volonté politique pour changer en fait l'orientation de la lutte contre la drogue et notamment la prise en charge des usagers. Tout le travail a été fait, du point de vue technique, du point de vue légistique. On a travaillé, le CILD nous a regroupé il y a 3 à 4 ans. Il y a 3 à 4 ans. On a travaillé avec l'ensemble des intervenants, des acteurs, sur une révision de la loi. Nous avons révisé la loi. Le texte, il est prêt, on a tout écrit. Les décrets d'application ont été rédigés. Je les ai moi-même rédigés. Décret d'application sur l'injonction des thérapeutes, décret d'application sur la réduction des risques, décret d'application sur l'utilisation et la répartition des avoirs, des produits et avoirs. Tout ça a été fait, sauf qu'après, il y a eu aucune suite à réaliser, parce que justement, la volonté politique a manqué. Il avait été décidé, ça a été dit dans le plan stratégique 2016-2020, plus après maintenant 2000. On s'est rencontrés en 2022, je crois. 2022-2026, c'est dire qu'on va changer l'architecture, le positionnement institutionnel du CILD pour le mettre au niveau de la primature parce que les enjeux dépassaient maintenant la répression. Pour prendre en considération cela, c'est-à-dire qu'on met en œuvre à la fois une politique répressive, mais également on insiste sur les aspects médicaux, sociaux, insertion et autres, on va placer le CILD au niveau de la primature. Ça donne la possibilité de mobiliser les acteurs appartenant à d'autres services. Ça n'a pas été fait. Et donc aujourd'hui encore, du point de vue institutionnel, on privilégie l'approche répressive, mais alors que sur le terrain, on fait autre chose. Même au niveau des commissariats, en réalité, les commissions, vous l'avez dit, les forces de l'ordre hésitent maintenant à faire suivre à un délinquant d'ailleurs, vous voyez, à un usager de drogue, on lui fait suivre, on préfère le sermonner plutôt que d'enclencher la procédure répressive. Or, ça peut jouer à la tête du client en réalité. Et donc, il y a de la discrimination. Donc, on a besoin aujourd'hui de pouvoir vraiment fixer un cadre de sorte que, quel que soit le milieu social d'origine du délinquant que l'on a pris, entre guillemets, on dit, écoutez, aujourd'hui, celui-là, on ne traite plus comme un délinquant, justement, parce que la perspective de la loi a changé. Le consommateur, ce n'est plus un délinquant, c'est-à-dire qu'en fonction du niveau de consommation, est-ce qu'on a un récréatif, est-ce qu'on a un habituel, ou est-ce qu'on a un addict, donc un malade, on décide un peu du parcours à choisir. Et aujourd'hui, les textes qui ont été prévus permettent de définir un protocole de mise en œuvre de l'injonction thérapeutique qui peut permettre au juge, quand on lui amène un usager de drogue, de lui proposer de suivre un traitement médical et de le référer à un spécialiste pour qu'il puisse le prendre en charge. Malheureusement, ces textes, voilà, ils sont là, ils sont inutilisés. Je vous dis, la Côte d'Ivoire, les trucs qu'ils ont utilisés, on leur a transmis les textes qu'on a préparés. On leur a transmis les textes qu'on a préparés. Dans leur décret d'application sortiront, on se rendra compte qu'ils se sont inspirés de ce que nous avons fait.
Parce que pour préparer la loi, ils ont eu comme expert consultant Hassan Dramé, qui a été mis à disposition par le public, qui a participé à nos travaux, qui est magistrat sénégalais, qui a participé à nos travaux, etc. etc. Malheureusement, l'absence de courage politique fait qu'on n'ose pas mettre sur la table et sur la place publique la question de la transformation de nos politiques des droits pour privilégier une approche santé, une approche droits humains en lieu et place de la répression. Et c'est ça qui fait que les communautés thérapeutiques qui sont mises en place par des religieux ont du succès. Parce que les gens se disent, au moins, c'est quand ils sont avec les marabouts, ils ont la possibilité de les enchaîner s'il y a lieu et de les traiter, même si on peut douter en réalité des mécanismes qu'ils ont mis en place. Vous avez parlé de base une centre thérapeutique de... Quelle est la légalité de ça? En fait, c'est-à-dire que c'est toléré. En réalité, c'est toléré comme on tolère le CPR. Comme on tolère le CPR. Non, je dis, c'est une politique de tolérance. C'est une politique de tolérance. Aujourd'hui, du point de vue de la loi, du code des droits, c'est que le CPR fait des activités outreach et autres, c'est illégal. C'est une infraction du point de vue du code des droits. Fournir un matériel qui peut permettre à quelqu'un de consommer de la drogue, ça, c'est une infraction qui est dans le code des droits. Une infraction de l'article 125. Mais, comme en fait on est dans une logique de santé publique, la conférence, c'est une logique de santé publique. Et l'autre avantage, c'est que le CPR, c'est à l'université, c'est dans un centre hospitalier universitaire. On peut laisser passer. Vous savez, ça devrait être facile. Exactement. Sauf que justement, ça devrait être facile à institutionnaliser. Mais on n'ose pas le faire. Aujourd'hui, les gens tapent pour que ça se fasse. Mais on a encore toujours ce problème de révision, de présentation de la loi au niveau du Parlement. Parce que aucun des politiques qui devraient le faire n'ose prendre cette initiative-là. Et malheureusement, le CILD, qui devrait pousser pour qu'on ait cette transformation, ne pousse pas. Et alors pourquoi? Il n'est pas décideur. Il n'est pas décideur. Et ensuite, aujourd'hui, vous voyez une différence. Vous voyez une différence. En Côte d'Ivoire, le Ronsard, il est biologiste. Il est responsable du SILAD. Au Sénégal, vous avez un général de police. Un général de police qui est là-bas depuis 10 ans maintenant. Mais bon, on n'a pas beaucoup d'avancée. Parce qu'il faut pouvoir peser au niveau du ministère. Et il faut avoir une oreille favorable au niveau du ministre pour prendre en charge cela. Si on avait procédé à la transformation du rattachement institutionnel, ça aurait été beaucoup plus facile. Parce qu'à ce moment-là, le ministre de la Santé aurait autant de poids que le ministre de l'Intérieur. Pour dire la dimension médicale, elle est aussi importante ou plus importante que la dimension répressive. Le ministre de l'Éducation nationale aurait autant de poids pour dire on a besoin de faire de la vraie sensibilisation sur les méfaits de la drogue. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand on demande une position, c'est le ministère de l'Intérieur qui donne une position. Or, le premier objectif du ministère de l'Intérieur, c'est la lutte contre le trafic. Alors, les approches peuvent avoir un problème. Malheureusement, on ne s'en est pas là. Ce qu'on a fait, par exemple, sur la répartition des avoirs, c'est de dire 50% des avoirs saisis et des produits saisis vont à la lutte. Dans deux perspectives. La répression, c'est-à-dire les forces de l'ordre qui font les saisies et autres, mais également les centres de prise en charge des usagers. Ça, on l'a dit. Un pourcentage va aux études et recherches, un pourcentage va
C'était bien réparti. Mais c'était bien réparti. C'était vraiment très bien. C'est-à-dire que tous les secteurs concernés se retrouvaient avec un pourcentage qui permettait de faire quelque chose. Pas vraiment, on le fait. Mais malheureusement, le plan stratégique, le dernier plan stratégique, il est très bon. Non, il est très bon. Mais malheureusement, c'est du papier, tout simplement. Est-ce que les évolutions politiques contemporaines nous permettent d'espérer qu'il y a... On peut espérer. On peut espérer. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui arrivent, ils sont jeunes. Et ils ont une certaine légitimité qui leur permet de pouvoir décider. Après, il faut avoir, comme on dit toujours, les données scientifiques pour pouvoir expliquer. Mais expliquer que quelqu'un qui est addict à la drogue, c'est un malade. Il suffit de faire un effort pour que les gens comprennent. Malheureusement, dans les communications aujourd'hui du CILD, on ne les dit pas. On ne le dit pas. C'est vrai qu'on peut le faire dans des formations, mais on ne pose pas le débat sur la place publique pour dire ce que nous proposons, ce n'est pas d'autoriser la consommation de l'eau, mais c'est d'avoir une réponse humaine à des drames humains en réalité. Et c'est ça qui, malheureusement, ce travail à faire. Une réponse adaptée. Pour répondre à la question de C'est ça. une réponse adaptée. C'est une réponse adaptée. Une dernière personne. Oui, une dernière question. Merci vraiment pour vous avoir invité sur tout ce qui a été fait jusque-là. Comme vous l'avez bien constaté, sur le papier, tout est bien. Non, sur le papier, tout est bien. Il faut arrêter la complexité là, mais c'est la décision politique. Donc, le dernier intervenant, c'est Ousmane. Ousmane. C'est surtout par rapport à l'efficacité vraiment de ce centre de redressement. Comment est apporté notre journaliste? Quels résultats donne vraiment ce centre? Puisque nous avons vraiment ces gens des centres très humanitaires, qui le marabout, par exemple, des autres. J'essaie quand même de citer, mais certaines reviennent complètement finies, mais certaines restent quoi. Donc ma question, c'est quelle est l'efficacité vraiment de ces centres? Merci. C'est une question que vous aurez voulu aussi poser moi-même. Parce que j'ai eu la chance aussi de visiter un centre aussi en Guinée-Bissau. C'est pareil. Et là-bas, nous avons constaté beaucoup de dérives. Avec les malades qui étaient enchaînés. Il y a eu beaucoup de dérives. Je ne sais pas, peut-être aussi le souligner aussi, je ne sais pas si vous l'avez constaté ou pas, mais si c'est le cas, peut-être le mentionner quand même dans les présentations. Nous, on l'a constaté. C'est comme je l'ai dit par rapport aux perceptions du centre, parce qu'il y en a certains qui ne se retrouvent pas dans la place, qui sont évidemment super cool, donc ce n'est pas le mieux pour eux. Donc, eux-mêmes, ils ont une perception assez mitigée sur le cannabis. Tantôt, ils le considèrent comme je dis même comme par exemple la cause de l'alimentaire, mais il y en a d'autres aussi qui soutiennent que le cannabis, donc au-delà même de contrairement à ce que pensent les gens, donc ça leur permet même de se. C'est comme le disait tantôt Jean-Baptiste, en fait de sortir des angoisses, de sortir de l'anxiété. La plupart du temps, et ceci a été rapporté également aussi parce que j'ai mené des enquêtes dans les centres psychiatriques, comme le centre psychiatrique de Ziguinchor. Et ça aussi, c'était des propos que j'avais recueillis auprès du directeur du centre, qui est le psychiatre, donc médecin-chef de cette structure. Donc, pour vous dire que, également, sans pour autant parler sur l'efficacité, moi je vais vous répondre par rapport à votre question. Sinon, je te répondrai sur ça. Sur l'efficacité, en fait, il n'y a pas, j'ai pas adopté de méthode qui me permet de mesurer l'efficacité même pour ça. Parce qu'en fait, au moment de mes enquêtes, il y avait juste une trentaine de personnes. Donc, c'est juste que les propos qui ont été recueillis, le centre est très fréquenté depuis 1990. C'est juste encore. Il y a également aussi des appréciations positives des patients qui résident actuellement. Il y a aussi des patients qui sont guéris, qui sont là-bas, et eux-mêmes se sont impliqués même dans la prise en charge de leurs pères qui sont actuellement malades. Donc, pour vous dire qu'il y a une certaine efficacité et le fait également aussi que les parents, donc, ils ramènent leurs enfants. Bien vrai que moi, je l'ai dit tantôt, il y a aussi la contrainte financière, mais aussi ça nécessite de l'argent en fait. Donc, il y a toujours lors de la première inclusion dans le centre, il faut débourser de l'argent qui permet de l'accueillir, de pouvoir aussi s'occuper de lui par rapport à la nourriture et également aussi par rapport à l'habillement.
Mais il y a toujours comme des dérives donc, qui ont été observées ailleurs. Il y a aussi certaines dérives. Pour moi, du point de vue scientifique et du point de vue, donc, étant un petit peu acteur dans la perspective pour le respect des droits humains, je me dis que ce n'est pas vraiment, je ne pense pas qu'il serait vraiment le lieu d'enchaîner les patients. Mais il faut savoir aussi qu'il y a un motif apparent donc, pour ce enchaînement-là qui constitue à l'isolement par rapport au fait qu'il y en a certains qui prennent la fuite, donc il y a aussi certains qui manifestent des violences par moment, donc il faudra les mobiliser, tout ça les éloigne également aussi du cannabis. Okay. Donc on va répondre aux questions suivant l'ordre de posé. Donc, c'est Jean-Baptiste qui a posé la question sur le coût en termes d'économie globale, coût politique aussi, répressif. Je pense que ça s'adresse à vous, non? Je pense que la question du coût, je crois que ce n'est pas vraiment une question, c'est une suggestion. Parce que dans la mesure où, voilà, je crois que la question d'avoir des activités économiques, c'est vraiment une excellente chose. Je pense que c'est une suggestion pour aussi d'autres pistes de recherche. Je pense que c'est ça l'idée, hein, c'est vraiment de dire finalement combien ça coûte. Pour l'instant, moi, ce que j'ai pu voir sur le terrain, ne serait-ce que au niveau du ministère de la Justice, les magistrats m'ont dit, vous voyez, le procureur de groupe m'a dit, vous avez vu, on a 50 dossiers d'instruction, les 20 ou les 30, ou parfois même les 40 sont des dossiers de groupe, sur des usagers de groupe. Ils nous disent c'est une perte de temps incroyable. Ils nous disent, les policiers, donc ça c'était vraiment les magistrats. Ils nous disent, donc finalement, ce qu'on fait quand on voit, si on regarde, est-ce que c'est la première fois qu'il est pris? S'il est pris la première fois, on lui dit en général, il lui donne, je crois, 1 mois ou bien la durée de la détention, parce qu'ils disent que bon, on le laisse un peu, pour eux, ils ne considèrent pas par la prison comme le lieu où il va arriver, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc vraiment du bricolage, de la surcharge de travail, des instructions. Et quand vous allez dans les commissariats, ils vous disent, là aussi, c'est la même chose. On passe énormément de temps pour la prise en charge des policiers, vont sur le terrain, se font insulter, etc., etc. Et donc, les prisons aussi. Donc, je pense effectivement qu'avoir une bonne étude sur les coûts, finalement, de cette répression, combien ça coûte, je crois que ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais aussi combien ça coûte pour les familles. Parce que il faut savoir que les centres communautaires où les familles elles vont, ce n'est pas du tout gratuit. Hein? C'est vraiment beaucoup d'argent que les gens vont payer à l'hôpital aussi des itinéraires thérapeutiques. Aujourd'hui, au niveau du Sénégal, on n'a pas de centre de désintoxication. Donc, les seules personnes qui peuvent avoir accès à ce genre de prise en charge sont obligées de sortir du Sénégal pour aller se faire prendre en charge. Or, de plus en plus, dans nos familles, autour de nous, on voit bien que cette question, elle est importante. Donc, je pense que faire une étude qui montrerait un peu ce système financier, et vraiment, je remercie le professeur Missal pour les clarifications que vous avez apportées. Je pense que comme docteur Ndiaye, vous êtes vraiment des acteurs du terrain. Moi, je suis un peu extérieur à tout ça. Je regarde, j'ai vu ce décalage qui existait entre les niveaux et j'ai voulu le partager avec vous. Après, si on doit, nous, en tant qu'acteurs de la lutte contre le VIH, donner un avis sur ces questions-là, vous avez toutes les activités ont été menées. Vous parlez de courage politique. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, et c'est un peu plus construit que ça. Si le VIH est arrivé, vous avez vu ce que la Côte d'Ivoire a dit, pas seulement l'engagement politique se construit avec des processus qui sont connus de plaidoyer. C'est vraiment, et disposer des études scientifiques, c'est la base. Parce que là, il y a déjà pas mal d'études qui sont faites. Je parle sous le contrôle de Bernard Taverny, mon collègue, à l'époque, quand on faisait le plaidoyer sur la gratuité de l'accès aux antirétroviraux. Comment ça s'est passé? Il a pris toutes les études avec des aspects sociaux, économiques, biomédicaux, qui ont tous fait l'objet d'un argumentaire basé sur ce qu'on faut. Et ensuite, ils ont pris cet argumentaire-là, et là, c'est là qu'il va rentrer
en cause la légitimité ou l'engagement des acteurs qui vont assurer cette transition avec le pouvoir politique. À l'époque, c'était le docteur Koupanou, donc qui est politique, avec cet argumentaire en disant au président de l'époque, les antirétroviraux ne peuvent plus payer le Sénégal, voilà les argumentaires, et il a entendu, et il a fait. Et donc, derrière cela aussi, le rôle de la société civile est important. Parce que la société civile aussi a ses propres méthodes. Je peux vous dire que comment les associations de personnes avec le VIH ont fait pour avoir la gratuité de leur prise en charge dans leurs structures et de leurs associations. Ils ont interpellé directement le président Macky Sall, qui à l'époque était le président du Conseil national de lutte contre le sida, qui était à la primature, et directement dans une réunion, nous étions tous assis, se sont levés, on dit au président Macky Sall, nous ne sommes pas satisfaits parce que voilà ça. Donc, tous ces argumentaires, moi j'ai lu vos plans stratégiques. J'ai lu vos plans stratégiques. Je pense que vous avez beaucoup de choses. Mais je crois qu'il y a encore un tout petit, je dirais, un petit niveau qui peut être acquis pour pouvoir faire avancer cette volonté politique. C'est de construire. La question de est-ce que c'est le ministère de l'Intérieur et puis le ministère de la Santé, c'est une question importante. Mais tel que je vois le ministère de l'Intérieur, j'ai été dans le niveau des coordinateurs, j'ai vu que voilà, c'est en général. Voilà, c'est en général. Et il restera général. Donc la question, c'est que le ministère de l'Intérieur lui-même ne voudra pas, parce que quand j'ai analysé comment ces politiques publiques, à un moment donné, c'était le ministère de la Santé qui faisait partie, qui était à la tête de ce comité contre. Mais le ministère de l'Intérieur a arraché un peu ça. Il ne peut pas lâcher. Peut-être qu'il faudrait le monter à un niveau. Je pense que c'est pertinent. Mais où et comment? Ce sont des processus de construction et la société civile a un rôle. Or, dans le cadre de la lutte contre le drogue, quand vous voyez la société, vous avez une société civile qui est hétéroclite. Vous avez une société civile parfois qui a des positionnements qui ne sont pas clairs. Et vous n'avez pas cette société civile-là pour l'instant. On oublie parfois que l'ANCS a été le projet par exemple. Parce que ce projet-là, c'est à l'origine, c'est ce projet-là qui a vraiment poussé beaucoup sur ces aspects-là. Or, une organisation comme l'ANCS, dans ce processus sur la drogue-là, elle a fait énormément de choses. Mais à mon sens, elle ne s'est pas suffisamment engagée sur ces questions. Elle n'a pas développé tout le potentiel qu'elle peut avoir pour pouvoir sortir. Or, ceux qui sont devant, mais voilà, c'est des gens qui sont un peu assis sur leur approche de, bon voilà, soit on est une religion, soit ça. Je crois qu'il y a une analyse à faire dans le cadre de ce processus-là. Et vraiment, quand j'étais là, il y avait Christine qui était là, il y a Jean-François aussi qui est là, Jean-Baptiste qui est là aussi. Il y a des personnes, il y a aussi le CLNS, parce que les gens du CLNS, juste là, ils appuient. Je trouve que aussi, ils auraient pu, parfois à des moments donnés, parce que ce sont les spécialistes aussi des plaidoyers et des financements de la lutte contre le sida. Et comment ils arrivent à mobiliser les ressources de l'État, ça c'est quelque chose qu'ils ne vous disent pas forcément, qu'on ne dit pas officiellement là. Je pense que tout à l'heure, le coordonnateur l'a dit, il a expliqué, ce sont des négociations, ce sont des discussions, ce sont des séparats. Voilà. Donc vous, en tant que professeur, vous faites des études scientifiques, je pense que cette notion de construire des alliés pour le pays, c'est comme une chose qui doit être mieux. Je voudrais terminer sur le positionnement de la psychiatrie. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Les psychiatres, je pense, doivent avoir des alliés dans la santé. Parce que les psychiatres sont des psychiatres. Vous voyez un peu la vision de Jean tant qu'elle sera enfermée dans cette zone psychiatrique, la lutte contre la psychiatrie, ce que même nous jamais vu, c'est important de sortir un peu, de rentrer, d'avoir des alliés dans la santé, publique. Parce que c'est eux qui peuvent faire avancer notre pays. Voilà, je voudrais vraiment partager cela avec vous et je crois que. Très intéressant. Je pense qu'on va en prendre. Par rapport à tout ce qu'on a envie de faire. Il y a eu des évolutions quand même. Hein. Il y a eu des évolutions, il faut le souligner. Même par rapport aux psychiatres, de plus en plus. D'ailleurs, même le responsable de la division de santé mentale, c'est un psychiatre, mais aussi c'est un expert en santé publique. Ça. En plus de ça aussi, avec l'avènement aussi du professeur c'est aussi qui a cette approche aussi un peu plus globale aussi. Ça, il y a des avancées quand même qui sont en cours. Alors, pour la reste, je pense qu'on va prendre l'autre. Il y a un mot qu'on a l'habitude d'utiliser en addictologie, c'est la résistance. En addictologie, tout est résistance. Ça part des niveaux des communautés jusqu'au patient lui-même.
embrassant tout ce qui est là. Nous, on a l'habitude aussi de dire, on roule avec les résistances. Voilà, sur cette question, en fait, la résistance fondamentale, et qui fait que parfois les politiques n'ont pas le courage de prendre ça en charge, et qui fait même que nous ne poussons pas beaucoup. En fait, c'est l'argument religieux. C'est l'argument religieux. C'est-à-dire que la drogue, on vous dit, la drogue, elle est interdite par toutes les religions. Et on vous sort un verset du Coran, etc. Il vous est interdit de prendre des produits qui vous font perdre la raison. Est-ce que vous voyez? Et donc les gens ont du mal à comprendre qu'on puisse dire. Nous intervenons auprès des usagers de drogue pour les aider en fait. C'est une réponse humaine à un drame humain, comme je le disais. Et ça, malheureusement, les politiques ont peur de faire cette avancée-là parce qu'ils ont peur de la confrontation avec les outils. Mais effectivement, il y a un travail de plaidoyer à faire, un travail d'explication à faire, parce que tous les arguments scientifiques sont là. Donc, même l'intervention, en réalité, aucun d'entre nous ne pousse quelqu'un à consommer de la drogue. Mais quand on fait de la réduction du risque, à partir du moment où on ne peut pas lui imposer d'arrêter de consommer, on l'aide un peu à consommer dans des conditions qui permettent de préserver sa santé, mais qui permettent également de préserver la santé de la communauté. Et ça, ce sont là des arguments qui peuvent être utilisés par des intervenants au titre du plaidoyer. En fait, l'acceptation du fait que le VIH c'est une maladie est beaucoup plus simple que de dire la consommation de drogue. Parce qu'il y a beaucoup de mois, en fait, il y a beaucoup de... Pourquoi? Parce que tout simplement, au départ, on a en fait fait le lien entre l'orientation sexuelle et quand on a pu démontrer qu'en réalité, on pouvait acquérir la maladie par d'autres moyens, on peut faire un travail. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez expliquer à personne que, en fait, en réalité, consommer de la drogue en certain moment, ça devient une maladie. Les gens ont du mal à comprendre cela. Or, c'est ça qui arrive. Si vous me permettez, je pense que le problème est plus complexe que ça. Oui, bien sûr. Parce que par rapport même à l'aspect religieux, moi je suis certes un clinicien, mais je descends sur le terrain. Tous les sites qu'on a mis au niveau décentralisé, j'étais à la base, moi qui partais sur le terrain, et à chaque fois, on intégrait dans l'équipe des anthropologues, parce qu'ils savent faire le travail du médecin. Et le travail qu'on a eu à faire avec les religieux, vraiment ceux de la ville de Touba, au bon nombre, vous venez, vous discutez avec eux, vous leur faites savoir en respectant bien entendu les normes et autres, mais ils adhèrent. Ils adhèrent. Donc pour vous dire que c'est au-delà même de cet aspect-là. Quelque part, encore une fois, il y a des gens qui sont là. Parfois, il y a la religion, certes, il y a la culture, mais aussi il y a des gens financiers. Parce qu'au Sénégal, vous n'êtes pas sans savoir. On est entre nous, hein. Regardez toutes les constructions qui sont là. Oui, bien sûr. Ça interpelle. Ça interpelle. Qui dit que celui de décideur qui est là-bas, il n'a pas d'intérêt par rapport à ce qui se passe autour de ça. C'est ça. Donc, moi, je pense que, docteur Koudia, je pense qu'on va intégrer, n'est-ce pas, toutes vos recommandations dans notre approche. N'est-ce pas? Parce que véritablement, si on le voit sous un seul angle, on risque de partager quelque chose qui semble beaucoup plus large. Juste pour vous dire que l'argumentaire religieux, je pense que Bernard et Jean-Baptiste tout ça, on l'a eu pire dans le cadre du VIH. On l'a retourné. Parce que vous avez toujours des moyens dans l'argumentaire religieux pour en faire un contre-argumentaire et qui marche très bien.
nous, en tant que médecins impliqués dans la prise en charge, on a eu à faire des plaidoyers, pas seulement sur le VIH, mais même sur l'homosexualité. Moi, j'ai déjà travaillé sur les argumentaires religieux avec 20 prédicateurs qui parlaient à l'époque, qui étaient dans les grandes radios du Sénégal avec ACI. Les acteurs de la société civile nous ont appris à faire des plaidoyers, à retourner l'argumentaire religieux. Et franchement, dans la lutte contre la fraude, vous allez voir tous les dignitaires religieux là. Et je ne parle même pas des arguments économiques, mais je parle même des arguments. Vous allez, Mohamed l'a monté à tout bas. Moi, il ne baille pas ce phénomène, mais la drogue, c'est parti. C'est beaucoup de conflits et donc vous pouvez. Donc je pense que c'est juste une manière. C'est la manière dont vous allez y arriver. Mais je ne pense pas vraiment au contraire que l'argument religieux soit une contrainte systématique. Vraiment, la sexualité, elle est pire. Et on a entendu, nous, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur la sexualité? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur la sexualité face à des personnes qui étaient en face de nous, qui à l'époque jeunes médecins, on était des jeunes médecins, on était avec des gens de 60 ans, à qui on expliquait beaucoup de choses, mais il suffit juste de savoir s'approcher de ceux qui savent faire cette transposition et les sages faire. Je voulais juste un peu psychiatre à Victor. On est le deuxième centre décentralisé à Djamé. Je veux juste apporter des éclairages. On fait de la désintoxication. Je n'aime pas ce mot-là parce qu'en fait, l'approche maladie qui est là. Et donc, les gens, ils viennent se servir de leur plein gré. Et donc, c'était difficile parce qu'on a lié la maladie mentale à la maladie addictive. Mais là, c'est un centre qui est encore au niveau de l'hôpital psychiatrique, mais qui est spécialisé dans la prise en charge des addictions. Et ça m'interpelle à plusieurs niveaux. Je dis peut-être que eux qui sont au niveau décisionnaire, ils n'ont pas ces arguments-là. Et ça nous interpelle, nous, en tant qu'acteurs, à plus de communication, à aller vers les médias, à expliquer tout ce qui est addiction, et peut-être qu'il y aura des changements. En tout cas, merci pour cette matinée. C'était vraiment très riche. Par rapport à la législation, parce que nous, on est confrontés, centre de prise en charge, à tout ce qui est consommation. Parce que parfois aussi, il faut le dire, la drogue, ça surprime dans nos structures. Parce que justement, ils sont là et parfois, même s'ils veulent, ils mettent en place des mécanismes pour justement continuer à leur consommation. Et peut-être cette loi-là nous aiderait énormément par rapport à ces dispositifs. Voilà. Merci. On n'a pas encore fini de répondre. Bon, allez-y, si c'est une intervention là-dessus de sécurité. Excusez-moi, moi j'ai une profession normale sur médecin, victologue, directeur général de l'Institut de prévention contre la drogue en Guinée. J'espère qu'avec l'intervention du Dr Sou, je pense que déjà vous avez campé le décor sur non seulement le diagnostic au niveau des politiques de drogue au Sénégal, qui est vraiment intéressant parce que nous-mêmes, on est dans cette approche. On n'a pas un petit intérêt opérationnel aujourd'hui de lutte contre la drogue. Nous n'avons pas assez de psychiatres. Parce que 13 millions d'habitants, on n'en a que 3 aujourd'hui. Et addictologues, nous sommes que 3. Donc c'est insuffisant. Mais aussi, on n'a pas de structure spécialisée. C'est dans cette optique qu'on a, avec le diagnostic, avec l'étude qu'on a réalisée cette année. Et c'est de mettre en place des structures de prise en charge des troubles liés à la consommation des substances et des drogues. Je suis dans cette perspective avec le ministère de la Santé pour réaliser. Il est important qu'on collabore ensemble dans ce sens pour faire l'état des lieux sur la politique de drogue à Guinée. Et surtout avec l'étude que Mohamed a présentée ici, je pense qu'on va s'inspirer de ces études comme ça pour qu'on puisse avancer. C'est la raison nous sommes là. C'est vrai qu'on a appris un peu plus tard l'organisation du colonne. C'est vrai que c'est la raison on n'est pas là pour, on n'a pas un moyen de présentation. Mais ce sera avec plaisir la prochaine fois qu'on puisse aussi intervenir pour des présentations. C'est juste comme ça. D'accord, merci Dr Thiam. C'est un des moyens forts de la lutte. Moi, je n'aime pas le terme lutte. Donc, la prise en charge de ce qui est question de drogue. Merci beaucoup. Donc, on continue avec les questions qui ont été posées. Je pense qu'il y a une question qui est
Oui, je me rappelle les questions de recours. L'ordre des questions pour les rappeler aux différents intervenants. Donc, il y avait une question qui portait sur les narcotiques anonymes au Sénégal. Est-ce que Bon, en tout cas, j'ai eu du mal à comprendre cette question. Je ne sais pas le groupe, mais je suis pas. Oui, vous savez, le modèle des narcotiques anonymes, alcooliques anonymes, c'est des modèles qui ont été développés en Amérique du Nord, qui ont été exportés un peu partout dans le monde, à faire, et qui existent et qui commencent à s'implanter, notamment sur l'alcool, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Donc, ça fait pas très longtemps que j'ai appris ça. Je me demandais si Sénégalais est un peu en avance sur tout le monde. Il n'y a pas de trucs comme ça, mais en fait, il existe des associations des drogues partout au Sénégal qui ont été accompagnées par l'ANSS, surtout qui a fait un grand effort de les accompagner à cette compétition en situation, c'est l'Agence nationale de la santé. Il y a aussi le centre d'information et de sensibilisation sur les drogues de CISD, donc c'est le centre qui est communément appelé le centre de Chachia, donc qui a beaucoup accompagné les usagers de drogue à se construire l'association et à développer également aussi des activités de production de risques et de sensibilisation partout au Sénégal. Je voulais ajouter aussi que ces groupes-là sont consultés aussi à partir des associations, mais également à partir des centres de prise en charge. Le CPIAT et les autres sont décentralisés, donc il y a maintenant de plus en plus des groupes d'autosupport de narcotiques, oui, anonymes, si on peut l'appeler ainsi. De plus en plus, c'est vraiment constructif. Et ça aide vraiment par rapport au maintien de l'abstinence, justement. Ce qu'on appelle, ça ne fonctionne pas selon le modèle alcoolique anonyme. Donc, pour répondre à la question des stades, en fait, je disais que les usagers de cannabis font le coup. En fait, comme je l'ai dit tantôt, il y a l'accès difficile au niveau de ces structures psychiatriques et il n'y a pas également aussi beaucoup de structures de prise en charge des usagers de drogue. Donc, bien vrai qu'il y a une décentralisation, mais auparavant, il y avait plus de secteurs. Donc, c'est récemment qu'il y a eu cette décentralisation et l'étude a été faite au niveau des grands donc, qui exclut un petit peu les centres de prise en charge, il n'y a pas de prise en charge des addictions. Il y a juste le centre psychiatrique. La plupart des patients qui fréquentent les centres ont déjà fréquenté les centres psychiatriques des dimensions. Donc, c'est lié surtout au fait qu'il y a l'accès difficile. Donc, parce qu'il faut entrer dans le centre psychiatrique des dimensions, il y a des utilisations du préfet, donc des utilisations d'internement. Donc, tout ça, les familles ont tendance à se passer pour aller directement vers le centre de travail, qui généralement, du fait qu'il y a l'éducation religieuse, donc ils se retrouvent dedans du fait de l'accès facile en fait d'accès. Parce qu'il y a également aussi l'éducation religieuse qui les intéresse le plus, donc la raison pour laquelle j'ai parlé de l'importance du centre thérapeutique dans la communauté religieuse, donc généralement attire les familles donc, à nous confier leurs enfants liés au cannabis. Oui, juste préciser aussi, peut-être que je ne sais pas, vous êtes à comprendre, quand vous dites que l'accès au centre de Kenya, est difficile. Alors, c'est un centre psychiatrique. Oui, c'est comme normalement, c'est le cas où il y a plus, parce que ça demande d'avoir une autorisation d'internement. Parce que moi, j'ai fait des entretiens avec le sous-préfet, donc le sous-préfet des élections, j'ai fait un entretien avec lui. Donc, il m'a raconté cela pour me dire qu'il faudra, et ça aussi, ça a été confirmé par le chef du centre psychiatrique de Kenya, qui me disait qu'il faut une autorisation d'internement. Quand il y a un internement, alors l'internement, c'est une exception. Exception, mais en fait, il faut se rappeler que moi, je parle, ma présentation, ça concerne spécifiquement les usagers de cannabis qui ont des problèmes psychiatriques. Il faut qu'il y ait des problèmes psychiatriques. Ce n'est pas uniquement la question de l'usage qui les interpelle, mais c'est surtout des problèmes psychiatriques. Mais ces problèmes psychiatriques sont souvent liés à la consommation de cannabis. Comme je l'ai dit tantôt, en fait, au Sénégal, on a tendance à considérer le cannabis comme l'herbe qui tue ou l'herbe qui rend fou. Donc, ce qui fait que les familles, dès qu'ils aperçoivent des manifestations de troubles dépressifs, ils vont se dire que c'est lié au cannabis et le conflit directement à ces centres. Donc, si vous avez apporté une précision, j'ai fait dans le temps de 6 mois, mon stage je l'ai fait en 2013. Donc, pour préciser qu'en fait, les hospitalisations en psychiatrie
des hospitalisations sur la demande d'un tiers, des hospitalisations d'office quand il y a un trouble à l'ordre public. Donc, quand c'est ce genre d'hospitalisation, évidemment, on fait recours aux autorités administratives qui délivrent un arrêté d'internement. Et c'est dans ce cadre-là que soit c'est les policiers ou les sapeurs-pompiers qui vont amener ces patients-là. Mais évidemment, il y a aussi d'autres types d'hospitalisation sur la demande d'un tiers qui peut être fait par les familles. Mais bon, il faut comprendre que vu c'est le seul centre qui est dans la zone sud, on va avoir d'autres alternatives pour ces genres de prise en charge-là. Et parfois aussi, c'est combiné. C'est des patients qui sont aussi bien suivis dans les structures médicales et aussi qui ont recours à ce type de structures de soins-là. Voilà. C'est très fréquent. Voilà. Parce que justement, la famille n'est pas assez contenante pour prendre en charge ce type de patients. Merci. Merci beaucoup de temps. Je pense que c'est bon de faire ça. Je parle de la question d'abord qui n'est pas là. Juste une question. Est-ce que dans votre santé, vous avez des consommateurs de qui ont eu à de comprendre de l'analyse. Il y a des exemples qui partent pour comprendre. Non, ça je n'ai pas vu dans les arrêts, mais quand même à Dakar, il y a eu qui sont passés par le mais surtout du CBD, mais pas du cannabis, mais surtout du CBD. Le CBD, donc, c'est une molécule du cannabis, donc ne contient pas le THC, c'est-à-dire la substance psychoactive du cannabis qui est à l'origine des troubles, des porteurs de tout ça, c'est le THC. Cette question, comment le religieux appréhende même comment le marabout appréhende ah oui, en fait, le marabout, il soumet généralement le malade à un questionnaire en général. Et également aussi une discussion avec la famille nous rapporte que le malade consomme du cannabis. Donc, à travers ces informations et à travers l'entretien qu'il va avoir avec lui, cela va lui permettre de savoir les modalités de consommation, les fréquences, les quantités de consommation, ce qui lui permet d'identifier les folies. Comme je l'ai présenté tout à l'heure, il y a 4 types de folies qui sont liées à la consommation, au mode de consommation. Parce qu'à Ziguinchor, donc là-bas, le cannabis est cultivé dans la zone, ce qui fait qu'il y en a qui utilisent le cannabis infusion, il y en a aussi qui le consomment avec de grandes quantités, puis à la disponibilité. Donc, ce qui provoque ces folies-là qui sont définis de façon différente par le en fait, c'est lui qui les qualifie. Voilà, c'est le comportement. Voilà, merci beaucoup. Et ça, je vais rajouter à la question. Parce que lorsqu'il dit que, par exemple, une folie qui se caractérise par le fait que le cannabis devient la priorité de la personne, donc la priorité que le cannabis, c'est que ça soit scolarisé ou pas, il finit par devenir on arrive au cannabis à tel point qu'il ne va plus à l'école, qu'il ne va plus au travail, il ne s'occupe même plus de sa femme, même plus de sa chance, donc c'est toujours le désordre de choses comme ça. En somme, il en devient adulte. Et dans sa propre zoologie, on a aussi quelques familles. Mais il faut aussi est-ce qu'il n'y a pas d'histoire de cours surnaturel, je ne sais pas, quelqu'un de la famille à la base de. Soit il a rien. Parmi les patients qui sont suivis dans ce centre, il y en a d'autres. Dans la cause de nos folie, c'est autre chose qui va lier au cannabis. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le cannabis. Je me suis posé. En fait, c'est qu'on s'en dit la question. C'est comment le malade interprète-t-il la maladie de la maladie? Parce que le patient présent. Mais est-ce qu'il a calculé quelque chose qui a un rapport avec les guides, les rats, la prévention voilà, donc je comprends plus, donc il est arrivé quelque chose, il commence la violence, il y a des trucs de comportement, et il consomme beaucoup de cannabis, par exemple. Là, il va se dire, bon, ça vient peut-être du cannabis. Bon, ça, c'est une appréhension personnelle. Donc, après, il fait un entretien, donc il permet de déceler et il montre de consommation, quantité, et qui finit un petit peu à la pause. À la différence de beaucoup de patients pour qui le problème de la maladie mentale vient de décider entre des esprits. Merci. Est-ce que dans votre étude, vous avez fait la différence entre marabout et cannabis? Oui, je dirais l'ensemble. Parce que tout simplement, le marabout là, c'est un marabout. Déjà, il est guide religieux. Il met des contrats, lui, c'est un guide religieux.
au niveau des centres confessionnels d'église au Sénégal, des guides religieux. Donc, spécifiquement, je ne sais pas pourquoi, mais la plupart de ceux que j'ai observés, ils appartiennent à la communauté mouride. Mais seulement, ce n'est pas spécifique au mouridisme. Mais ils sont également aussi dans les praticiens. Pas à Dakar, par exemple, il y a à base de Cheikh Moukara, lui qui est un guide religieux pour être guide religieux. Alors que là-bas, lui, il offre une combinaison de prise en charge qui allie la méthode traditionnelle et la méthode moderne, également aussi spirituelle. Donc, quand je parle de méthode traditionnelle, il y a aussi bien le religieux et le traditionnel. Donc, et le traditionnel, on voit ce qui est pratiqué chez les praticiens, en termes de des plantes, des fleurs, des racines, tout ça. C'est bon. Merci. Il n'y a plus d'intervention. Je pense qu'on arrive au terme de cette section très intéressante.